Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Bushido Time. Alors, Mathieu, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, Mathieu Le Duclos, combattant professionnel de MMA, aujourd'hui aussi consultant chez Karaté Bushido. Et je suis ce soir accompagné de Gabriel Levent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta personne? Moi, Gabriel Levent, donc, très gros passionné de sport de combat, grappleur, bientôt de retour aux affaires en MMA. Et voilà. Et donc, consultant aussi chez Karaté Bushido pour débriefer, pour partager avec vous de tout ce qui se passe. Et puis voilà. Alors, vous lisez le chat sur YouTube ou Twitch. On lit sur les deux. On lit sur les deux plateformes. On a accès aux deux, c'est ça. Salut Laina. Alors, Salut Gabriel, j'étais à l'open mat de JB au Maccabi samedi, je t'ai vu tourner, t'as un physique de dopé, force à toi. Non, t'as une shape monstrueuse, force à toi. Bah écoute, merci beaucoup à voix haute. C'est vraiment plaisir. Alors attends. Tu vas m'étrangler ou... C'est ça. Petit problème de vue? Ouais. Oh putain. Alors, première question, vous avez ronflé combien de fois pendant le combat de Saladin? On va en parler longuement ensemble, donc... ouais. Alors, Caro, je ne lirai pas ta phrase. Alors, donc, au menu de ce soir, 3 choses qui se sont passées. Alors, on va commencer donc par le KSW 89, où il y avait notre Français, donc Saladin Parnasse, après avoir été champion des 66 kg, des 70 kg, il a tenté d'aller chercher la ceinture des 77 contre Adrian Bartoszinski. l'actuel détenteur de la ceinture des 77. Ensuite, donc on va parler de cette UFC 296, ou alors on commencera peut-être par la race, je sais pas. Je pense qu'on va faire la race en premier, comme ça on fait d'abord les actus françaises et Ok. ensuite on passera aux actus internationales avec le. Voilà. Ensuite, donc, Ares 18, qui a eu lieu vendredi soir. Il y avait 3 ceintures en jeu. Et ensuite. Deux ceintures. Ah oui, Il y a un combat où la ceinture a été. Mais on débriefera après. C'est vrai. Et ensuite, donc, UFC 296, qui a eu lieu à Vegas cette nuit. Et là, il y avait aussi 2 ceintures en jeu. Voilà. Et ça a pété. Est-ce que tu voudrais qu'on parle un peu de trash talk et tout ça, de tout ce qu'il y a eu? On pourra en discuter, on aurait bien aimé faire un sujet, faire un sujet à part entière. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le trash talk qu'il y a eu ce week-end? C'était quand même des mots qui ont été assez costauds. Mais on aura l'occasion de discuter après, ce sera plus sympa. Bonsoir, Monsieur Leto. Et dans quelle organisation de MMA actuellement? Je suis à Hexagone MMA, donc une organisation française de MMA. Avec Ares, je pense que c'est les deux meilleurs. Et je vais se combattre pour la ceinture en février. Comme ça, je réponds à la question parce qu'à chaque fois on me la pose. C'est quand ton prochain combat? C'est en février pour la ceinture de l'Hexagone MMA. Donc, Je pense qu'on va faire un petit encart justement, juste toi. On va noter. Préciser. On s'en fout du trash talk. Ouais, moi je suis d'accord, mais par contre quand ça commence à parler de pédophilie, de racisme, de trucs comme ça, on peut quand même se poser la question si ça va pas trop loin. Et on se demandait si on ferait pas un sujet à part entière sur ça, parce qu'il y a des propos, justement des propos où il y avait tout en fait. Il y avait les violences sur enfants, il y avait la pédophilie, il y avait des trucs de racisme, il y a eu des trucs assez border. Et on voulait voir un petit peu. C'était pas un peu trop. Pour moi, je suis pas d'accord. On s'en fout pas dans le sens que c'est quand même un sujet vraiment à part entière. C'est maintenant dans les sports de combat, même depuis l'époque, les Mohamed Ali, etc. Ils s'en servaient. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, on va dire, des limites à s'imposer. Et là, c'est vrai que, comme tu as dit, c'est parti. Très sûrement. Parti dans des choses quand même difficiles. Salut Sweezy. Donc, quelle ceinture tu feras? Ceinture middleweight en 84 kg. 84 kg. Pour moi, le racisme, c'est ok. Mais le père en enfer, c'est chaud. Okay. Ouais, écoute, chacun c'est son ordre de gravité, on va dire. Après, Ares, pour vous, ce qu'on a pensé de Ares? D'ailleurs, on va commencer par ça, non? Peut-être qu'on peut commencer par l'Ares, c'est vrai que c'était plus, si on va dire chronologiquement, ouais. C'est un petit peu moins frais dans notre tête Ares, donc on aura peut-être moins de choses à dire. Par contre, il y aura pas mal de choses, il y aura pas mal d'éléments à dire à l'écran, vu que c'est tout récent. Puis, même si le combat n'a pas été forcément super dynamique, il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Ouais. Et surtout sur le fait que ce soit un combat
2 catégories au-dessus de la catégorie de Let's go, Ares 18. Alors, salut, approchez-vous du micro, s'il vous plaît, le son est très faible. Alors, Tu peux augmenter un peu le gain. Est-ce que les gains sont bons? Ou alors c'est juste qu'on va le rapprocher. Je pense que normalement là ça devrait capter un petit peu mieux. Dites-nous si c'est bon pour vous pour le micro. Je me rapproche un peu de toi. Ou attends, par rapport à la caméra, est-ce que tu peux te... Non. Non, je vais me décaler comme ça. Ouais. Faut savoir que nos jambes sont très proches. Ouais. On ne voit pas, mais bon, je suis... Il est en man spreading au max. Alors, où on peut voir le combat de Virgil et celui de Rizlen. Si tu veux le voir, il me semble que l'UFC Fight Pass, comme c'est diffusé la reste sur l'UFC Fight Pass, si tu as l'abonnement, tu peux aller retrouver justement les événements passés. L'intégralité de la carte d'arrest elle est sur l'UFC Fight Pass, donc regardez, hein. Il y a... Contrairement à l'UFC, où on a vraiment le main event qui est disponible seulement le mercredi, là Arrest est disponible directement, l'événement complet et en replay. Donc bon... Par contre, il faut lâcher 10 balles, hein. Vous lâchez vos 10 balles par mois. Bon, ça vaut le coup. Je sais que moi aussi j'étais un clochard à l'époque, je voulais pas les lâcher. Mais bon, pour 10 balles, vous avez accès à tous les combats tous les replays de la race, donc c'est pas trop mal. Zaveren, bonsoir streamer, c'est ma première fois, je vous découvre après un raid RMC Sport, let's go. Et bah bienvenue. Bienvenue ici. Toi. Voilà, tout est bon, tout est réglé. Allez, let's go, on va commencer donc par la race. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si voilà, vous avez donc un avis, que ce soit sur un combattant, le combat qui s'est déroulé, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous auriez aimé voir et tout ça, n'hésitez pas dans le chat et on en parle tous ensemble. Allez, go. Donc, on va faire les 3, même si nous avons que les affiches pour les 2 premiers, pour les 2 combats masculins. Il manque celui, je ne sais pas pourquoi, de combat de Rizlen et de Giselle. Alors voilà, donc ce combat middleweight, 84 kg donc, entre Virgil Haugen et Enrique Shigemoto. Ce combat à la base devait se faire pour la ceinture de Ares, pour la ceinture d'organisation. Et alors Enrique a raté le poids. Ouais. Et du coup, le combat n'était plus éligible pour la ceinture. C'est bien que ce soit passé comme ça, parce que la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était avec Baki et Félix, et le combat était complètement annulé. Donc là, sauvé, on a pu quand même voir le combat. La seule spécificité du combat, du coup, c'est qu'au lieu d'être en 5 rounds, c'était 3 rounds. Et c'est un peu dommage, d'ailleurs. Je pense que pour le coup, c'est un petit peu... on va dire, la situation s'est un petit peu retournée contre le premier qui avait fauté, c'est-à-dire Enrique. Puisque je pense que moi, il aurait peut-être pu gagner le combat si ça avait été en 5 rounds. On va vous expliquer tout ça juste après. Il y a une petite question pour toi, Mathieu. Pourrais-tu signer à l'Ares? Non. Non. Non, en réalité, il me semble qu'on avait déjà été approché, mais le problème de l'ARES, c'est que c'était engagé sur pas mal de combats. Je sais plus si c'était 3 ou 4, et on voulait pas être bloqué sur une organisation en particulier. Ensuite, on a discuté avec Hexagon, on s'est engagé avec eux, mais à la base, on voulait vraiment être libre, pas trop avoir de contrat et pas être bloqué sur une seule organisation. C'est pour ça que j'ai pas été combattant. Il y a Sweezy qui dit ah ouais, ça skip Bullock, c'est notre collègue média MMA. Est-ce que tu l'as vu Alors on peut faire un petit débrief, ouais. Parce que moi j'étais dans les transports et j'ai pas vu le combat. Si j'ai vu le combat de Bullock, ça vaut le coup d'en parler, c'est vrai, parce qu'il a fait un combat qui était pas mal. Vraiment on a vu une grosse progression. En fait, il a eu une énorme période d'inactivité, Bullock. Il a 2 ans d'inactivité pour cause de blessure. Et souvent les gens qui reviennent après une grosse période d'inactivité, soit ils ont stagné, soit ils sont un petit peu en dessous. Là, franchement, il est revenu en force. Il a réussi à mettre en place une bonne lutte et surtout, il avait un striking, pas le plus beau striking du monde, pas un truc, il va arriver des coups de pied retournés comme ça. Mais par contre, il avait une boxe qui était vraiment basique et qui arrivait bien à être couplé avec la lutte un peu à l'image de Khabib. Il n'a pas une super belle boxe, mais il arrive bien à utiliser sa boxe pour se rapprocher. Et c'est ce qui s'est passé sur ce combat. La seule dimension où son adversaire était vraiment meilleur, c'était le striking. Et en fait, il a pas pu s'exprimer. Moi, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu l'adversaire en face, parce qu'il avait KO'té un mec du Factory juste avant, très rapidement. Okay. Et on a vu que c'était un dangereux striker. Mais en fait, Bullock, il a fait le taf. Hein. Franchement, moi, j'ai vu une belle progression, alors qu'il a même pas, il a pas combattu depuis 2 ans. Il est meilleur. Il est en forme. Puis ça se voyait que ça, à mon avis, ça a dû bien soulager, parce qu'on voyait après le combat, il était aux anges. 2 ans sans combattre. Entre deux, quand même, il s'est fait un nom avec son média. Ouais.
Il revient et il déboîte le mec comme ça par. Je sais plus si c'était soumission ou TKO, mais très, très bon boulot de la part de Boulox. Félicitations Bullock, c'est ouais, son émission c'est le AB Show, si je dis pas de AB bêtises. Show, ouais. AB AB Show, ouais. Show, c'est une émission qui est Sur YouTube avec Mickaël Legout, ils Exactement, font c'est aussi beaucoup de débriefs, très bonne qualité, tout ça, donc pareil, bah, on vous invite à aller voir ça. Ça veut dire que Mathieu, vous êtes un combattant. Son faciès le dit pour Tout à lui. C'est-à-dire quoi ça? J'ai une tête démolie ou quoi? Exactement. Ouais. Combattant dans l'âme. Vous avez vu ce qui est arrivé à Ibra? Oui, il a eu un Ouais. souci à l'œil en sparring. Ouais. Mm. GG Boulox pour le bonus. Ah, il a eu le Il a bonus? pris le bonus, ah bah c'est bien ça. Bien, bien, Vous bien. savez que j'ai pas regardé les actus des bonus. Ouais, il a pris 10 000 pour la soumission de la soirée. Et bah voilà, ça fait plaisir. 2 ans d'une activité, un petit 10 000 balles. Franchement, là, il Pas est mal, bien, pas il mal. est bien le Boulox. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Alors donc, sur ce combat, on va revenir entre Virgile et Enrique. Alors voilà, comme on a dit, c'était pour une ceinture donc en 5x5. Après, c'est passé, suite au fait qu'Enrique a raté la pesée, c'est passé sur un 3x5. Alors les profils des gars. Les profils des gars. Virgile, c'est déjà un très très gros physique. Pour la KT, bah, déjà il descend des 93 kg. Très musculeux, grosse lutte. Une boxe qui lui sert pour moi à rentrer en lutte, mais ça va pas être des gros échanges en striking, des grosses combinaisons, tout ça. Sol, plus de contrôle que tentative de soumission, je dirais. Et Shigemoto, son profil, toi, tu... Bah, il a un profil plutôt complet, hein. C'est surtout un mec qui strike pas mal. Il boxe bien, il a une anglaise assez très très agressive, il rentre beaucoup. D'ailleurs, il s'était bagarré avec Benoît Saint-Denis. Pour ça, on était parti en Suisse s'entraîner là-bas. Il y avait, c'était la fin du sparring, donc on dit stop, fin du sparring, et il y en a deux qui continuent à se taper, et en fait, ils sont rentrés en pleine bagarre. Donc il y avait Benoît et Enrique qui sont tapés dessus. Et donc Enrique très agressif, vraiment très très gros bagarreur. Et surtout, il a des phases de sol, il a un très très bon ground and pound. Donc, j'ai fait l'effort, hein, je dis pas ground and pound. Il a un très très bon ground and pound, et il est très violent. On a vu qu'il avait KO'té son dernier adversaire, il me semble, c'était un Italien, à l'Ares également, et il l'avait découpé à coups de coude. Donc très très agressif, il fait beaucoup de dégâts très rapidement, et plutôt polyvalent en lutte et au sol. C'est pas forcément un super technicien, mais il a des bonnes défenses, et il sait imposer son striking. Et du coup, après, en termes de palmarès aussi, il y a quand même un écart en termes voilà, d'expérience. Parce que Virgile, je crois que c'était son... Alors Virgile, il est invaincu. Il était à quoi, 5 ou 6-0, je Je crois. pas dire, je sais qu'il a moins de 10 combats, Ouais. mais... Et Shigemoto, par contre, lui, il a plus ou alors presque une vingtaine de combats. Il a fait Dana White Contender Exactement. Series, il a combattu au Japon. Il avait aussi une ceinture d'une organisation qui s'appelle le IS au Japon. Donc voilà, il a de la bouteille. Beaucoup plus expérimenté. Ouais. Alors Rémi qui demande, c'est courant ça des gars pros qui s'énervent à l'entraînement? Ça peut arriver, En Bulgarie, c'est arrivé aussi, il y a une ou deux reprises. Mais en général, en fait, la force respecte la force, hein, donc tu t'embrouilles pas avec quelqu'un quand tu sais qu'il peut te péter la gueule. Et bon, t'as toujours un requin qui est plus gros que toi quand tu t'entraînes, donc faut faire attention, quoi. Faut pas, tout le monde essaie de respecter tout le monde. En général, c'est comme ça que je vois la chose. Parfois, t'as des petites embrouilles, mais ça se calme vite. Voilà, on est des hommes sauvages. Alors sur la physionomie de ce combat, qu'est-ce que tu... Bah, ça s'est passé un petit peu comme j'espérais, hein, enfin, je voyais vraiment Virgile rentrer directement, mettre la pression avec la lutte. C'est ce qu'il a fait tout de suite, hein. Il a même pas cherché à boxer. Il a juste fait 2-3 coups, on va dire, qui n'étaient pas destinés forcément à faire du dégât. Ouais. Et directement, il est descendu en lutte. Puis Enrique qui défendait, qui cherchait à retourner la pression. C'est plus ou moins ça tout le long du combat, en fait. C'était sur les 3 rounds le même scénario. Un Virgile qui mettait beaucoup de pression, qui tentait beaucoup de takedown, qui mettait vraiment, qui laissait pas trop respirer Enrique en termes de lutte. Et de l'autre côté, Enrique qui défendait, et dès qu'il y avait de l'espace, il tapait. Et après, donc ça a été à peu près la même physionomie sur les 3 rounds, quoi, qu'il y a eu un peu plus d'échanges, il me semblait. Donc c'était sur le 3e round. Ouais, Les alors échanges en ouais, pied-point, ça, ouais. c'est un truc qui est bon de noter, c'est quoi? À la fin, sur le 3e round, Enrique il est revenu très très fort en anglaise, au point d'inverser la pression et de mettre Virgile contre la cage. Ouais. Et il a touché plusieurs fois avec une anglaise assez incisive, et à la fin, on a vu le visage de Virgile, il était quand même, il accusait le coup, quoi. On voyait qu'il avait pris pas mal de coups, qu'il avait pris du dégât, quoi.
Et bah, après, donc, décision des juges, pour moi, logique en faveur de Mm. Virgile. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, quand même, 2 rounds à 1 pour Virgile. Ouais. Et c'est un peu dommage, on aurait bien aimé voir la suite, parce que si c'était sur un 5 rounds, je pense que ça aurait été très compliqué pour Virgile. On voyait vraiment Enrique qui remontait, qui reprenait l'ascendant. Les phases de lutte de Virgile étaient beaucoup moins réussies à la Ouais. fin. Il y avait beaucoup moins de réussite sur ses années au sol. Et Enrique lui arrivait à défendre plus facilement. Donc, à voir ce que ça aurait donné. Mais en tout cas, sur 5 rounds, je pense que le résultat n'aurait pas été le même. Alors, il y a une vidéo de Karl qui s'envoyait avec Vanderlei à l'ancienne, c'était brutal. Bah, c'est ça, ouais. Enfin, quand il y a aussi un peu, de temps en temps, l'ego qui rentre en jeu dans les sparring, tu te fais toucher un peu fort, bah, tu veux retoucher encore un peu plus fort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, C'est un petit peu primaire quand même comme sport. Hein. C'est je te tape et tu me tapes. Hein. Donc, parfois, forcément, il y a des mecs. Ils n'aiment pas se faire taper. du sparring ceinture. Attends, donc du coup, je vais remettre la scène en live. En tout cas, du coup, voilà, victoire de Virgile, pas de ceinture du coup, mais il repart chez lui avec la victoire et avec quelques œdèmes sur la tête. En co-main event, il y avait donc le combat féminin. Alors attends, juste que j'écorche pas le nom. Ah, il était tes lunettes. Alors, on était C'était Morera Rizel- contre Rizen. Voilà, alors Gisèle- Rizlen Zouak contre Gisèle Morera. Gisèle Morera. contre Gisèle Morera. Donc là, c'était un combat revanche parce que si je dis pas de bêtises, Gisèle avait, je crois, KO TKO Oui, Rizlen avec un une frappe direct au au ventre. corps. Ouais, un direct au corps dans mes souvenirs. Ouais. Et c'était un combat, j'ai vu ce combat. On avait vu Rizen souvent sur ses phases d'anglaise, elle avait un peu de. Elle était assez raide. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même une progression sur son anglaise. Elle était moins précipitée, elle était plus propre. Elle était moins trop bloquée dans le style judo. Ouais. Je pense que c'était son problème principal dans ses précédents combats. C'est qu'elle était vraiment orientée sur le judo et parfois elle négligeait les phases de striking. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait sur l'anglaise. Il y avait une meilleure gestion de distance, moins de prise de judo à risque, parce que souvent les judokas, ils font des belles prises de judo, mais ensuite, par exemple, ils retombent avec l'adversaire dans leur dos. Il n'y a pas d'intérêt, d'accord, le mec est tombé, d'accord, en judo, tu prends les points, mais en MMA, tu te fais étrangler, le mec, il est derrière toi. Hein. Et là, du coup, elle a vraiment fait. J'ai l'impression qu'elle a vraiment compris la transition judo-MMA et qu'elle a réussi à mettre beaucoup plus en place son striking et son judo efficace. Et c'est ce qui s'est passé, vu qu'elle a réussi à remporter le combat grâce à ça. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Et après, vous voyez que justement, Gisèle ne trouvait pas forcément de solution pour contrer le jeu de Rizlen. Donc, décision des juges sur Synchrone. Décision logique pour moi. Elle remporte la ceinture des Bantamweight, 61 kg. Alors, je ne saurais pas te dire. Ouais, 61 kg. Donc, voilà. Très bon combat en tout cas dans l'ensemble. Et puis, victoire de Rizden. Et ensuite, on passe au main event de la soirée. Alors. Chez... Juste maintenant. Alors, donc, contre Turpal Yunusov, invaincu, pensionnaire du MMA Factory, qui était opposé donc à Axel Sola, invaincu aussi. Pensionnaire du Boxing Squad de Nice de Adric Cassata, et donc coéquipier aussi de Virgil Hogan. Voilà. C'était pour la ceinture des 70 kg de l'ARES. Alors, ce combat, sur le papier, on s'attendait, moi je pense, à du striking de Axel et de la lutte de Turpal. Et au final, on a eu un peu l'inverse. Ouais, c'était un petit peu inversé, ouais. Moi, j'avais entendu parler du parcours d'Axel. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui en parlaient, qui disaient qu'il avait un parcours vraiment genre parfait pour l'amateur. Il a fait. Il a fait double champion à l'IMAF c'est mondial, ça. je crois. Ouais, enfin, ou numéro 1, je sais du pas. moins numéro 1 mondial, à l'IMAF 2 fois de suite. Il avait énormément de combats en MMA amateur avant de démarrer donc sa carrière au Brave, je crois. Et il faut savoir qu'au Brave, il y a quand même beaucoup de tueurs. Pour le coup, c'est vraiment une organisation qui est legit, qui est 100% legit, le Brave. Là-bas, les mecs, c'est pas des plombiers. Hein. En général, les combats, c'est des combats assez équilibrés, avec des mecs qui sont quand même très très balèzes. Et il avait performé là-bas. Hein. Il me semble qu'il avait gagné, il avait gagné tous ses combats. Il a jamais perdu en professionnel. Donc, j'avais beaucoup entendu parler de lui en bien. Et en tout cas, en face, il y avait Turpal, pareil, qui enchaînait victoire sur victoire sur victoire, et des victoires toujours impressionnantes. En sachant qu'il y avait son frère aussi, qui s'est emparé de la ceinture il y a quelques semaines à l'ARES. Ouais. Pour moi, sur papier, même si Axel avait une meilleure formation que Turpal, il avait plus d'expérience, un palmarès plus legit, moi je voyais Turpal gagner. Okay. Avant le combat, j'aurais vu Turpal gagner, j'aurais parié sur lui. Je parie pas. Mais et voilà.
Et en tout cas, c'est comme tu dis, je pensais vraiment que c'est ce qui allait se passer. Axel allait partir en lutte, en striking, pardon. Garder la distance, essayer vraiment de limiter au maximum la lutte et le sol de Tourpal. Et Tourpal qui cherchait qu'à coller. Et comme tu as dit, ça s'est inversé complètement. Hein. Ouais. C'était pas du tout le format qu'on pensait. Bah, après Axel, justement, en conférence de presse, il a dit qu'il avait quand même un peu de mal à lire le jeu de Tourpal. Il a été surpris par quelques bonnes grosses frappes debout. Ouais. Il n'y avait pas après forcément, je crois que d'ailleurs il n'y en a quasiment pas eu de travail au sol. Les deux arrivaient bien à annihiler la lutte de l'autre. Donc bonne défense de takedown. Et puis quand c'était après à l'autre d'amener au sol, pareil, ça réussissait pas. Il y a eu beaucoup de phases. Après, alors peut-être un petit peu longue contre la cage. Il y a peu d'activité. Je pense. Ouais, en fait, c'est marrant, c'est que quand t'as deux lutteurs comme ça qui s'affrontent, t'as trois quarts du temps, en fait, la lutte ça passe pas. Et ça finit toujours par faire un combat de striker, en fait, au final. Ouais. Un peu à l'image de Kamaru Usman contre Colby Covington. Ouais. Même niveau de lutte, ils ont vu que la lutte ça marchait pas forcément, c'était très énergivore parce que le mec était trop fort. Ça part en striking. Un peu à l'image aussi de Khamzat Chimaev contre Burns. Pareil, trop énergivore de même la lutte, on fait que du striking. Et là, ça fait exactement la même chose. Le Brave, c'est largement l'orga en Europe qui a envoyé le plus de cracks à l'UFC récemment. C'est pas vraiment l'Europe, le Brave, c'est plus. Moyen-Orient. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont envoyé pas mal de tueurs. Là. Récemment, je dirais pas que c'est leur gars qui a envoyé le plus. Il y a quel leur gars qui a envoyé beaucoup moi, je dirais les organisations anglaises plutôt. Je dirais que les organisations anglaises ont envoyé plus de mecs, plus de tueurs que le Brave. Mais en tout cas, le Brave, il y a vraiment des mecs qui sont ultra solides. Et donc, sur cette fin de combat, alors qui a été un petit peu polémique. Donc, ce qui s'est passé, alors, fin de troisième round, Axel a eu quand même une baisse de régime. Il y a une baisse de régime. Au début du quatrième round, c'était encore un peu présent. Bon, Tourpal était vraiment rentré. En anglais, alors j'ai l'expression, c'est he was feeling himself, tu vois. Enfin, il commençait à sentir. Voilà, il était en transe. Dans le flow. Et du coup, donc main basse, il présentait son visage pour que Axel le frappe. Et il y a un moment où justement Axel a réussi à toucher avec un crochet. On a vu qu'il a sonné Tourpal. Tourpal était sur le reculoir. Axel a mis un petit rush de frappe. Tourpal s'est retrouvé contre la cage. Et donc, le moment qu'il mettait pour se relever, je pense que Axel, j'ai compté, il a dû y avoir à peu près une dizaine de frappes. Il y a pas mal de coups sans réponse. Ouais. Voilà, une dizaine de frappes. Donc l'arbitre Loïc Pora était à côté de l'action et a prévenu une fois Tourpal et une bonne défense, quoi, défends-toi. Donc faut savoir, voilà, si l'arbitre te dit défends-toi et qu'il n'y a pas une défense forcément cohérente, ou du moins qu'il y a trop de coups de portée sans qu'il y ait de réponse physique, de reprise, etc. Même si tu défends, même si tu as les mains, il t'arrête. Voilà. Je pense que c'est ce que Tourpal a eu un peu de mal à saisir dans le feu de l'action, parce qu'en fait, il allait bien. On voyait, dès que l'arbitre a séparé Axel, Tourpal était très bien, il avait encore son équilibre, il avait encore sa lucidité. Le seul problème, c'est qu'il a pas répondu assez vite aux attaques de Axel. Il a pris trop son temps pour récupérer, pour reprendre... comment dire il a laissé trop imposer en fait le jeu d'Axel. Ouais. Et l'arbitre, en fait, il a considéré ça comme KO. En fait, t'es KO, tu peux plus répondre, c'est fini. Et je pense qu'il y a une incompréhension vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu un petit drama derrière, que Tourpal se demandait pourquoi il avait perdu, en fait. Hein. Il était un peu dans l'agressivité, il était un peu dans le déni. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est très frustrante, parce que quand tu sens que tu es encore capable, et que l'arbitre te dit non, je t'arrête, toi tu te dis mais non, mais je sais mieux que toi, je suis encore capable de combattre, laisse-moi, mais c'est fini en fait. Et t'as une énorme frustration. C'est ce que Tourpal a démontré. Fort heureusement, juste après, il a expliqué son mouvement, il a expliqué son geste. Et c'était plus que justifié. Enfin, sur le moment, c'était vraiment l'adrénaline, c'était l'émotion. Et ensuite, il a des propos qui étaient très intelligents et très clairs sur pourquoi il a réagi comme ça. Voilà. Greg Moose qui dit le Cage. Alors, le Cage, si je dis pas de bêtises, c'est une organisation nordique. Je sais plus si c'est Suède ou Finlande ou un truc comme ça. Cage Warrior ? Non. Alors, je sais pas si tu parles du Cage Warrior ou du Cage, mais il y a une orga qui s'appelle le Cage, une bonne grosse orga quand même, justement là-bas dans les pays du Nord. Mais j'ai pas souvenir qu'ils aient envoyé. Ça date quoi. La dernière fois qu'il y a un mec du pays du Nord qui est allé à l'UFC, c'était. Ça date, ouais. Il y a. Comment il s'appelle ? Si, le mec qui a affronté Chimaev en lutte là. Hermanson. Il y a. Il y en a un qui était au Danaway Contender Series, je crois qu'il s'appelle Anton Tourpal.
Enfin, tourcage ou un truc comme ça. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de mecs du Nord. Non, non, vraiment, pour le coup, on parlait vraiment de l'organisation Cage Warrior, l'organisation anglaise. Ah bah, Qui... c'est ce qu'il disait, ouais. Ouais, Ragnos, Cage Warrior, je parlais, mais à coup de pas. et eux, ils ont envoyé pour le coup pas mal de mecs à l'UFC, même s'il n'y a pas eu de champion. Si, ils ont envoyé Connor quand même. Ouais, Bon, ça fait un bail, c'est vrai, mais ils envoient fréquemment des mecs assez balèzes, hein. le combat aurait probablement pu être arrêté un peu plus tard, mais on peut pas crier au scandale. Non, c'est Après, pas moi, quand c'est des combats, on va dire, avec une plus grosse importance, donc avec une ceinture en jeu, je laisserais peut-être un peu plus de... Enfin, c'est facile à dire, hein, mais jusqu'au moment de... Ouais, tu je vois, vois ce pour que pas tu qu'il y veux ait trop de dire. frustration. Tu laisses le mec mourir, quoi. If he dies, he dies. Non, mais je te rejoins, par contre, c'est vrai qu'en fait, il y a un coup qui a été choquant. En fait, il n'y a pas eu que les frappes, il n'y a pas eu que les 10 frappes sans réponse. Juste avant, il y a quand même un crochet Ouais. qui était assez balèze de la part d'Axel, qui a touché vraiment le menton de Tourpal. On voit, ça l'a sonné, hein. Tourpal rentrer, en fait, avancer vers Axel. Axel l'a contré avec un gros check hook. Et on a vu directement que Tourpal était déstabilisé. Donc, entre le fait qu'il soit déstabilisé, qu'il ait une perte d'équilibre, plus une dizaine de coups sans répondre, l'arbitre, pour moi, il a fait un arrêt qui était logique. C'est vrai, on peut peut-être un petit peu discuter, derrière, parce que l'état de santé en fait, de Tourpal, il était nickel, hein. Mais sur le moment, c'était pas un arrêt qui était choquant. En tant qu'arbitre haut niveau, moi, en tant qu'arbitre haut niveau professionnel, je le dis, c'était pas choquant. C'était pas un arrêt qui était très choquant, c'est un arrêt qui était plutôt légitime. Il a super bien parlé après, dit Gadget Sam. Ouais, Je te rejoins. que ce soit donc au micro dans la cage, ou même après, on est allé dans les backstage pour la conférence de presse, et il a eu un discours vraiment très, très bien. Et il l'a reconnu aussi lui-même, voilà, que c'était les émotions donc qui avait parlé, mais il s'est vraiment excusé, fait son mea culpa, tout ça, donc très bon comportement de Tourpal. Et il y a, en fait, vraiment, quand on est dans la cage, on a une adrénaline qui monte au maximum, on est dans un état un petit peu second. On n'est plus vraiment la même personne. Et parfois, on dit des choses qu'on pense pas, ou on fait des choses qu'on ferait pas dans la vraie vie. Par exemple, à la fin de mon dernier combat, moi j'ai crié comme un malade mental. T'avais vu la vidéo, non? Le mec qui avait sorti sur TikTok où je dis vraiment de la merde. Et en fait, après, je me dis, mais en fait, je dis jamais ça. Même mes proches, ils disent, bon, ça se voit que c'était pas toi. Il y a vraiment des phases où on est un petit peu en une sorte de transe et on peut faire des choses qui sont pas forcément logiques, mais c'est vraiment de la pure émotion. C'est assez compliqué de se dissocier complètement. En fait, il y a trop d'émotions dans le combat, trop d'adrénaline pour qu'on soit vraiment 100% logique, 100% concentré sur ce qu'on dit. C'est très compliqué. Alors, Pojo, si l'état de santé de Tourpal était nickel, c'est justement parce que l'arbitre a arrêté le combat au bon moment. Je suis d'accord. C'est vrai qu'après, donc, dans les arrêts des arbitres, tu as soit arrêt prématuré ou arrêt trop tard. Donc trop tard, comme on avait pu voir Jaylin Turner contre Bobby Green. Là c'était vraiment... voilà. Ça, c'est un arrêt de combat qui va enlever des années de carrière aux combattants, voire des années de vie. Donc, surtout que Bobby Green, il a déjà pris quelques KO avant. Mais après, pareil, tu peux regarder le combat de Cheikh Congo contre Pat Barry. T'as dû le voir aussi. Le comeback incroyable. Sur le moment, on se dit le combat il est fini. En fait, l'arbitre il dit bon bah, je vais quand même laisser un petit peu durer. Au final, boum, le mec revient et il KO son adversaire. C'est pour ça parfois, c'est vrai que sur le moment, on a l'impression que le combat est fini, que la santé du mec elle est foutue, que le mec il va se faire éclater. Et d'un coup, il y a un revirement. Donc, est-ce que tu pousses le combat jusqu'à sa finalité totale, c'est-à-dire quand le mec il est par terre, on sait que là il se défendra plus, ou est-ce que tu prends un petit peu de sécurité, t'arrêtes un petit poil plus tôt, comme a fait Loïc? Ça dépend. Je pense que ça dépend de l'arbitre, ça dépend aussi de l'organisation, ça dépend des enjeux. Moi, comme tu dis, comme c'était une ceinture, je pense qu'on aurait peut-être pu laisser couler un tout petit peu, mais à voir comment ça aurait pu se dérouler. De toute façon, on peut jamais savoir, hein. Avec des si, on peut refaire le scénario 30 fois, on ne saura pas. La seule solution, c'est que Tourpal regagne un ticket pour le titre et puis qu'il se le remette. Hein. Également sur le fait qu'il représente la France et qu'il a subi des commentaires de facho, il m'a ému un peu quand même. Non, ouais, il a eu vraiment un très très bon discours justement. Et puis il le dit, voilà, il est d'origine tchétchène, mais il représente la France. Il disait avec Axel, on est le futur des lightweight français, tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui confondent ça. En fait, il y a beaucoup de gens. C'est même frustrant parce qu'il y a des gens qui habitent en France, qui ont toujours vécu en France, qui parlent que le français et qui vont dire non, je suis pas français, j'ai honte de la France, blablabla. Lui, pour le coup, il est pas né en France. Il est arrivé en France et il s'assume de représenter la France. Il a pas honte de le dire. Il en est fier. Il est fier de la représenter. Un peu à l'image d'Ibra. Hein. Ibra, c'est un très bon exemple aussi. Il est pas né en France. Il est arrivé ici. La France lui donne ce qu'elle peut et ça suffit à ce que lui derrière souhaite la représenter, alors qu'il y a des gens qui s'en foutent, quoi. Qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, donc c'est quelque chose qui est très bon souligné.
Et c'est pour ça que ça fait mal au cœur de voir des gens qui confondent complètement la nationalité en fait, d'origine et le pays que tu représentes, hein. Ouais. On a aussi par exemple Nassourdine qui est pas né en France, il me semble, hein. Je pense pas qu'il soit né en France, je pense qu'il est, Je sais pas. je crois qu'il est né au Daghestan et qui représente pourtant la France à l'UFC. Quand il rentre, c'est pas le drapeau de la Russie que vous voyez, c'est le drapeau français, donc il représente la France, hein. Pareil à l'époque de Francis Ngannou, il arrive en France, il représentait la France. C'était pas un Français, mais il a représenté. Et ensuite, quand il est parti s'exporter aux États-Unis, il a représenté les États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Si l'athlète, il est pas de France, mais qui représente la France, il a le même respect, la même considération qu'un athlète français, entre guillemets de souche, qui représenterait la Ouais, France, hein. c'est Donc vrai. il n'y a pas de distinction à faire. Perfous, Julien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, euh, donc la suite pour ce combat. Alors, Tourpal, je pense qu'il a demandé une revanche parce qu'après Axel a dit voilà, on refait ce combat n'importe quel jour de la semaine, enfin n'importe quand. Est-ce que Axel est prêt pour des plus grosses organisations selon toi? Bah, il a passé avec succès le test du Brave. Là, il a passé avec succès le test de la ceinture de l'Ares contre Tourpal, qui est quand même si peu expérimenté sur papier, quand même un mec assez solide, hein, un mec qui est très très solide, avec un sol formidable, une boxe qui est particulière aussi, qui est pas forcément super technique, mais qui est très dangereuse. Donc pour l'instant, il a tous les voyants qui sont ouverts. Ouais. Il a une ceinture d'une organisation de taille intermédiaire française. Il a réussi son parcours sur l'organisation internationale du Brave. Là, franchement, tous les voyants sont ouverts. Il n'y a plus qu'à prendre encore un petit peu d'expérience, je pense. Et puis ensuite, bah, c'est parti, hein. Je vois pas ce qui peut l'arrêter pour le moment. Il y a certainement encore du travail à faire en anglaise, mais bon, tout le monde a du travail, quoi. Tout le monde a des axes à développer, hein. Et donc Tourpal, lui, la suite, il a évoqué une descente à 66 kilos parce qu'il disait justement, alors en 70 c'est un petit 70, en 66 c'est un gros 66, mais du coup quand il a vu et senti la différence de gabarit avec Axel, parce qu'Axel lui descendait à la base des 77 kilos, euh, il a dit au clinch, il a vraiment senti la différence de gabarit, quoi. De toute façon, ça se voyait, hein. Même à l'image, on voyait Axel. Pour moi, il était une catégorie au-dessus de Tourpal, hein. Physiquement, ça n'avait rien à voir. On voyait vraiment que Axel il avait coté pas mal. Que Tourpal, je sais pas s'il a coté beaucoup ou pas, mais en tout cas, il paraissait vraiment beaucoup plus épais, le Axel. Ça serait intéressant de le voir défendre sa ceinture une ou deux fois avant de taper une orga plus grosse. C'est vrai. Est-ce que tous les combattants ont 100% le choix du drapeau qu'ils portent et de la nation qu'ils représentent? 100%. 100%, sauf qu'on a des intérêts derrière, peut-être avec, je sais pas moi, le manager ou avec l'événement sur lequel tu participes. Mais en général, ouais. Par exemple, tu as des combattants, comme je disais, hein, qui sont nés en France, qui ont vécu qu'en France, et qui arrivent en combat avec des drapeaux bah, pas de la France. Donc bon, c'est toi qui choisis en fonction de tes idées, quoi. Après, faut savoir que si tu auras le public en fait que tu réclames, que tu veux représenter, hein. Salah pourrait porter le drapeau marocain. Bah oui, Bah, s'il le souhaite, il peut, bien hein. sûr. Il me semble même alors il représente la France, il rentre avec le drapeau français, mais il me semble que sur son t-shirt, il y a le drapeau français et marocain. Puisqu'il me semble qu'il a un membre de sa famille, je sais plus si c'est son père ou sa mère, qui est marocain et l'autre qui est français. Du coup, tout à fait le droit de représenter, d'avoir une petite partie de ton pays. Il y a des gens qui rentrent avec deux drapeaux, par exemple. Il a le temps, Axel, il a que 26 ans. Ouais, il est encore tout jeune, bah, C'est vrai. comme Virgile, hein. Les deux sont très jeunes. Alors après, je sais plus si c'est avec toi qu'on en discutait, mais il me semble que oui. Virgile a peut-être encore un peu plus de choses à faire Ouais. avant Ouais, ouais. avant Axel, avant de Ouais. rentrer dans une grosse C'est orga. pas du tout le même niveau. C'est pas Ouais. du tout le même niveau. Virgile, il est encore très unidimensionnel, entre guillemets. Ça veut dire, même s'il tape dur, il a vraiment pas encore la gestion de distance, de striking. Il a pas encore les mêmes, comment dire, les connaissances générales du MMA en fait que Axel. On voit qu'Axel, il est beaucoup plus expérimenté. Il sait poser sa distance, il sait poser son rythme, il sait poser sa lutte. Alors que Virgile, c'est vraiment rentre dans l'art un petit peu Ouais. et moins de gestion. Il y a encore ça à travailler. Mais il y a, en tout cas, c'est de la bonne matière première, quoi. Il est balèze, il est physique, il a du mental, il a du cœur. Donc il y a des choses à travailler, mais il y a du potentiel. Il y a deux chats parce que vous lisez des choses que je ne vois pas. Ouais, et on est sur et YouTube et Twitch. Donc c'est pour ça il y a des choses qui ne s'affichent pas. Petite question de Julien. J'envisage d'essayer les sports de combat l'année prochaine. C'est progressif en compétition. Alors, pas du tout. En fait, ça dépend. Ça dépend vers où tu vas aller combattre. Moi, par exemple, mon premier combat amateur, j'ai fait contre un mec qui avait déjà peut-être quelques combats, parce qu'il avait de l'expérience. Je l'avais séché complètement, je l'avais endormi. Et mon deuxième combat, c'était contre un mec qui avait une cinquantaine de combats en jiu-jitsu, qui était champion du Naga, donc une organisation de grappling. Et donc forcément, énorme décalage de niveau. Donc ça dépend totalement. À l'époque, c'était comme ça.
Aujourd'hui, c'est un petit peu plus régulé, dans le sens où normalement, quand tu combats, tu peux te taper avec des gens qui auront ton niveau. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un de nos gars là qui avait combattu contre un gars. C'était son début en amateur, et il a combattu contre un gars qui avait une vingtaine de combats amateurs, forcément déséquilibré aussi. Ouais. Donc, c'est un peu, on va dire, pour moi, c'est un peu de la roulette russe, hein. Pas de la roulette russe, de la loterie. C'est la loterie un petit peu. T'as de la chance ou t'as pas de chance. C'est au coach d'être intelligent et de vérifier le parcours de l'adversaire. Donc, si t'as un coach intelligent, ça sera progressif. Si t'as un coach qui s'en fout, il va te mettre comme des tueurs. Gadget, j'ai vu que tu es maintenant sur Twitch. Alors, pour vous, Axel aurait le niveau pour l'UFC ou pour vous, il faudrait attendre encore un peu? Moi, je dirais qu'il faudrait encore attendre un petit peu. Je pense qu'il a encore quelques combats à faire et prendre un peu d'expérience sur le striking aussi. Parce qu'en fait, que ce soit son parcours au Brave ou son parcours amateur, il me semble qu'il a fait quasiment que de la lutte sur l'ensemble de ses combats. Ça pourrait être intéressant de le voir se développer sur le striking. Même si sa gestion de distance est bonne, c'est vrai qu'il avait quand même un petit peu de mal avec la défense de striking. Et surtout à avoir une anglaise qui était vraiment percutante. Les seules fois où il a touché Tourpal, c'était vraiment quand Tourpal était fatigué, qu'il rentrait le menton bas en fait. Ouais. Mais sinon, il n'a pas réussi à être percutant en début de combat. Donc il y a des choses à travailler avant, je pense, d'être vraiment légitime à 100% pour un bon départ à l'UFC. Après, là, bien sûr, il peut aller à l'UFC, il a le niveau pour aller à l'UFC, mais je pense que ce serait un parcours en dents de scie. Par contre, s'il prend encore quelques victoires et de l'expérience, il pourrait faire un bon parcours à l'UFC. Vu les problèmes de poids de Baki, on peut espérer voir Baki versus Virgil un jour. Moi, je pense pas. D'ailleurs, il y a une question par rapport à ça en conférence de presse post-fight à Fernand Lopez. Il disait que, alors, normalement, le combat avec Félix Klinkhammer devait être reporté en janvier. Mais du coup, en fait, Baki, donc c'est les mots de Fernand, ça a tellement, entre guillemets, impacté son corps, tout ça, que là, il prend du repos. Il prend des vacances, tout ça. Bon, il s'entraîne toujours, mais il va pas recombattre de sitôt. Mais normalement, il va rester à 77 kg. Il va pas monter à 84 kg. C'est ce qu'il m'avait dit aussi. Il restait parce que son frère m'avait dit qu'il est resté en 77. On pensait tous, suite aux propos de... Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, qu'il était devenu trop lourd, qu'il avait du mal qu'il accusait le coup au coaching. Moi, je pensais aussi qu'il est monté en 84, mais en fait, c'est pas le cas. Il va rester dans cette catégorie de cœur, les 77. Alors, avant d'enchaîner sur le KSW 89, donc avec Saladin Parnasse, il y a deux petites questions. Que pensez-vous du buzz de Romain de Bienne qui veut affronter Doumbé? Alors, comme Romain, c'est ton coéquipier, ton teammate. Ce serait un bon combat, hein, parce que je crois que Romain, il est classé 23e français à confirmer. Je crois que c'est un truc du genre. En welter, du coup. Ouais, en welter. Et Cédric, il est 24e, donc il est juste dessus, Romain. Romain, il a quand même pas mal d'expérience. Et surtout, il faisait partie du Bellator. Et alors que Cédric, lui, est au PFL. Et il va y avoir une fusion Bellator-PFL. Ouais. Donc ça pourrait être un combat intéressant à mettre en place. Et surtout, vu des deux profils, hein, c'est tous les deux des bagarreurs. On sait que ce serait un combat qui serait bien violent. Alors après, donc, on va dire que d'un côté, le striking de Romain, ça fait mal. C'est pas forcément des grosses combinaisons avec pieds, poings, tout ça, mais c'est des frappes puissantes. Bon, Cédric, c'est aussi des frappes puissantes, mais il y a plus de variations de niveau dans le striking. Ce serait vraiment une opposition un petit peu anglaise contre kickboxing, en fait. Ouais. Ce serait sympa à voir. Ce serait un très bon combat. Maintenant, c'est vrai que Cédric, il a quand même une bonne visibilité. Romain, même s'il est super balèze, il n'a pas encore la visibilité de Cédric. Est-ce que Cédric le considérera assez bankable pour, entre guillemets, pour faire un combat? À voir. Mais en tout cas, sur papier, ça fera un combat vraiment monstrueux, hein. Ça fait vraiment un super combat. Ça serait dommage, un combat franco-français encore. D'accord, ce serait dommage. Le combat Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, je pense que c'est ce qu'il a plus fait monter, Cédric. Donc, c'est pas forcément que du négatif, pas des combats franco-français. Mais c'est vrai que sur le papier, sur le fond, c'est pas ce qu'on aime le plus. Comme le dit si bien William Gomis, nous ce qu'on veut c'est taper sur des étrangers. Misère. On va se faire cancel. C'est William Gomis qui l'a dit, c'est pas moi. Et après, sur le papier, pour moi, c'est beaucoup plus équilibré que contre Jordan Zebo. Hein. Ouais, bah oui, c'est beaucoup plus équilibré. Ouais. C'est vrai que Romain, en fait, c'est un combattant MMA. On a vu que son anglaise, mais il sait lutter, il sait faire du sol, donc ça pourrait être un combat intéressant. C'est un combattant qui est complet, donc c'est une bonne opposition pour Cédric. Car il communique très peu sur les réseaux. C'est vrai que... Il communique, mais en fait, il a pas de levier de communication, c'est-à-dire il connaît personne de super connu, entre guillemets, qui l'aide.
Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'avoir Ibra, donc j'ai eu une plateforme pour me lever un petit peu, pour me faire connaître. Benoît, il a dû attendre d'être à l'UFC, taper tout le monde pour qu'on le connaisse, puisqu'à l'époque, personne ne le connaissait. Quand il était au Brave et qui tuait tout le monde, personne ne le connaissait. Il n'y avait que nous qui le connaissions, quelques gens qui étaient vraiment passionnés qui le connaissaient aussi. Daniel, c'était un super monstre, pareil, du coaching, personne ne le connaissait avant. Il a fallu qu'il soit mis en avant par pas mal de plateformes. Donc en fait, c'est surtout quand tu as les bons contacts que tu te fais connaître. Mais je doute pas du tout qu'il pourrait largement, même sans contact. Il a une personnalité un peu atypique, Romain, pour ceux qui connaissent. Il est un peu atypique, il plairait aux caméras, donc ça pourrait être une bonne occasion. D'ailleurs, si vous voulez découvrir Romain sur la chaîne de Gong Guy Ornogi, il y avait un podcast avec toi et Romain justement. Ouais. J'ai été horrible sur ce podcast. Enfin, je l'ai enchaîné. Je ne laissais même pas parler. Parce qu'en fait, juste avant, on avait été en Irlande. Et ce salopard là, en fait, la nuit du coaching, la nuit de la pesée, il allait boire comme ça. Il a oublié qu'il était en coaching en fait. Il allait boire. Et il s'est réveillé plus lourd qu'il ne s'est couché. Et il nous regarde en disant non, j'ai pas bu, bien sûr. Et c'est marrant parce qu'on avait posé la balance à un endroit. Et il avait bougé de place. Donc en fait, le mec, il était en train de boire. Et il se pesait en même temps pour voir s'il buvait pas trop. C'est un salopard. Bon bref, je l'avais enchaîné sur le podcast, mais c'est un mec super attachant. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. C'est MMA Neige, MMA.neige. Et c'est un très bon gars. Mais du coup, là, Doumbé enchaînerait Jordan, Romain, puis Baki. Alors après, c'est que des potentiels pour Romain et Baki. Franchement, j'ai un gros doute que ça se fasse avec Baki. C'est compliqué puisque Baki il est à l'arrêt. Voilà, il est bloqué encore sur 1 ou 2 combats, je crois. Je sais plus, j'avais demandé la dernière fois, mais je m'en souviens plus. C'était il y a quelques semaines déjà. Doumbé, lui, il est engagé sur le PFL. Donc à voir s'il y aura une collaboration PFL XRS, je doute. Ou si Baki, une fois qu'il aurait combattu, il aurait fini son contrat à l'ARES, parte sur le PFL. À voir comment ça se déroulera. Mais ça fait beaucoup de à voir. Ça fait beaucoup de. Pour l'instant, c'est juste que des suppositions en fait. Je suis en mode fanboy de BSD depuis l'UFC Paris 1. Je devais faire le stage à Bordeaux avec lui, mais ça va. J'ai pu rencontrer Daniel et toi, Mathieu. Ah merde, on a dû se voir alors. Merde. Je sais pas qui c'est du coup. Je pense pas qu'il se rappellera de toi parce que même moi il se rappelle pas de moi. Ouais. Donc J'ai des gros soucis de mémoire. Ouais. J'ai des gros soucis de mémoire. Parfois je oublie le jour de mon anniversaire, c'est compliqué. Ça, c'est les défauts d'être combattant. Alors, on va enchaîner donc directement avec Saladin. Attends, j'ai pas capté cette histoire avec MVP. Ils se sont fait un face-à-face dans la cage et une semaine après ils signent à l'UFC. Ouais. Alors en fait, c'est un peu plus complexe que ça. À la base, on avait vu, il y avait eu un leak. En fait, un leak. En gros, il y avait Dana White qui avait sorti une vidéo où on voyait MVP contre Kevin Holland à l'UFC. Donc on s'est dit, ok, MVP signe à l'UFC. Ensuite, MVP vient au PFL, qui a fusionné avec le Bellator, et il fait un face-to-face avec Doumbé, un peu dans le style on va combattre ensemble. Ouais. Et en fait, derrière, on redit qu'MVP signe à l'UFC. À mon avis, c'était juste une communication du PFL. Ouais, un coup de com'. Ouais, à mon avis, MVP, il a voulu se dire, bon, bah, je vais gratter un peu de lumière en faisant face-à-face. Cédric, il a voulu se dire, bon, bah, je vais faire un petit peu de légitimité en faisant un vrai face-à-face avec un vrai combattant qui a déjà un gros parcours Bellator. Donc les deux, en fait, prennent en visibilité. Puis après, bah, c'est tombe à l'eau malheureusement, mais bon, ils ont gagné, ils ont plus de gens dans leur communauté, donc les gens les suivent encore plus. Donc c'est comme l'annonce de l'UFC qui est sortie aujourd'hui, enfin dans la conférence de presse de cette nuit-là. Sur la signature justement de Venom, c'était pas encore officiel tout ça, il était en statut de free agent. Free agent. Voilà, free agent, d'agent libre. Donc il pouvait se permettre n'importe quel coup de com, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est allé. D'ailleurs, c'est Doumbé qui, une fois dans la cage du PFL, a défié MVP de monter. Alors je rajoute Mika Dubois, donc Michael Dubois, combattant suisse qui évolue au Strike Academy, là où Monsieur Karlamoussou enseigne, et c'est un de ses élèves. Dans l'équation des welter, il n'a jamais fait son combat pour la ceinture du MMA GP. C'est vrai. Et Mika, alors c'est un gars solide, expérimenté, il combat déjà depuis un sacré moment, il a à peu près, voire un peu plus, je crois, une vingtaine de combats de MMA. Donc non, c'est vrai. Il est pareil, il est pas forcément très connu, mais c'est un combattant qui a du cœur, il a une lutte solide, bon menton, tout ça, donc vraiment intéressant. D'ailleurs, il a eu sa ceinture noire de lutte à livrer il y a pas longtemps.
Alors, Il y a Ramzat Chimaev qui nous dit salam les frères. ça va. Il y a une petite question pour Jorik. Qu'en est-il de Jorik Montagnac depuis son KO contre un combattant polonais? A-t-il quitté la team Voirin? Ouais, bah déjà, c'est dommage qu'il ait perdu ce combat à Jorik, parce que c'est un combat qu'il gagnait. Et ensuite, il a bien rebondi récemment, vu qu'il a regagné un combat contre un Canadien qui s'appelle McDonald. Comme il préférait Burger King, il l'a fait savoir. Il a fait un bon combat, il a géré son combat, il est revenu sur une... Ah, elle était pourrie, ça. Ah, finalement. Il est revenu sur une belle victoire. Et oui, il est plus dans l'équipe Voirin. Bon, on est toujours potes, hein. C'est toujours, on s'entraîne toujours ensemble de temps en temps. C'est juste qu'en fait, il a quitté l'équipe puisque il y avait les horaires d'entraînement n'étaient pas forcément très pratiques pour lui. Et il avait aussi des désaccords avec Daniel, donc il est parti. Et aujourd'hui, il est avec l'équipe du Mamoudi Gym. Et voilà, il évolue là-bas maintenant et il a fait son dernier combat avec eux. Le PFL lui a dit viens, on te donne un billet, mais 100% il a déjà son deal. Après, enfin, Non, c'est ça. Moi, je pense en fait, que c'est ça. s'il va au PFL, hormis le combat avec Doumbé, on va dire voilà, le mec il boxe que des tomates aux cannes, il prend que des plombiers, etc. Alors certes, il va avoir le salaire intéressant, mais en termes d'exposition, tout ça, ça va être nul à chier. Par contre, s'il signe à l'UFC, là ok, on va dire, tu vas essayer de taper des gars forts. Ça va péter. Là, on va te respecter entre guillemets un peu plus, mais tu auras un billet moins intéressant. Donc c'est le choix. Ou l'argent, ou alors le fait d'être considéré l'orga qui propose les meilleurs mecs. Je pense que ce qu'il voulait dire, Squeezie, c'est en gros, MVP savait pertinemment qu'il était déjà à l'UFC. Il était juste venu au PFL pour regarder l'événement. Et je me dis, bon, ok, vas-y, fais un petit coup de com', tu fais ton face-à-face. Mais bon, il n'y avait pas d'intention de combattre derrière, en fait. C'était vraiment du bluff. Ouais. Du bluff. Allez, go. On s'est fait bluffer. Saladin Parnasse. Alors, 25 ans ou 26 ans, je crois. Alors là, je connais même pas mon âge à moi. Si quelqu'un dans le chat peut nous dire l'âge à Saladin. Très les jeunes. Voilà, 18 victoires, une défaite, si je dis pas de bêtises. Donc, il a évolué au sein du 100%. Une défaite d'Angers. Entraîné donc par Hatch, à la Hatch Academy. Voilà, donc une grosse partie de son parcours dans tout ce qui était 100% fight. Après, il a signé au KSW et depuis qu'il a signé au KSW, il n'a pas bougé depuis. Il a tabassé absolument tout le monde là-bas. Exactement. C'est le cauchemar des Polonais. Et d'ailleurs, les commentateurs hier dans l'événement disaient que donc Bartos, c'était vraiment genre le dernier rempart de la Pologne pour Saladin, parce que tous les combattants polonais qui le mettaient en face, ça qui Je vais avoir 26 ans. Merci les gars. Donc ce combat, on va faire un petit récap. Donc comme on a dit en début de live, Saladin, détenteur de la ceinture des 66 kg d'organisation, des 70 kg. Donc là, il allait faire quelque chose que personne n'a encore jamais fait, c'était aller essayer de décrocher une 3e ceinture dans une organisation majeure. Donc, montée de catégorie contre Adrian je te laisse... Bartoszyński. Les gars, il n'y a pas moyen que Bartos soit chargé comme une mule. Faut demander à un spécialiste. Gabriel. Toi Gabriel. Non, mais on va y revenir après, mais ouais, il y a de fortes chances. En fait, il y avait... Dis aux gens que tu rigoles. Non, je rigole, bien sûr, c'est évident. Donc... En fait, c'était... donc on avait d'un côté Saladin, 18-1, une seule défaite dans sa carrière vengée, 5 victoires d'affilée au KSW, double champion dans 2 catégories différentes. Il y avait un style quand même un petit peu particulier, parce qu'en fait, c'est plutôt un mec qui aime bien prendre son temps sur ses combats, c'est pas forcément un finisseur. Il avait... La sauce. Oui, je le mets dans la sauce. C'est pas forcément un finisseur, il aime bien gagner sur décision, faire des combats qui sont vraiment construits, carrés, où il prend pas énormément de risques. Et de l'autre côté, on a vraiment le style inverse. Adrian Bartoszyński, 14-0, invaincu depuis toute sa carrière professionnelle. Champion KSW de welterweight en 77 kg, donc 2 KT au-dessus de celle de Saladin, pardon. Il est archi fatigué. Et lui, par contre, c'est vraiment une brute. C'est-à-dire, sur ses 14 combats, il a 12 victoires, 12 finishes, dont 11 KO. Donc vraiment, c'est pas du tout un style de gestion. C'est vraiment un style de bagarre où il rentre dans la sauce, comme à l'image de Gabriel, et il envoie ce qu'il a. Il n'a pas fait
C'est simple en fait. Il n'a pas gagné par décision depuis 2018. Depuis 5 ans, il ne fait que KOT des gens. Donc c'était vraiment un combat sur papier ou une opposition de style complète. À savoir aussi que Bartoszyński, il avait combattu Artur Stepaniak pour prendre la ceinture du KSW. Qu'est-ce qu'il y a? Non, J'étais venu chercher ton meilleur accent. Stepaniak. Il avait combattu contre Artur Stepaniak, qui lui-même n'avait perdu qu'une seule fois dans toute sa carrière professionnelle contre notre BSD national, Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, il l'avait affronté quand il avait à l'époque 2 ou 3 combats. Et c'était le seul à avoir fait perdre le dernier adversaire de Adrian. Et donc du coup, c'est vraiment une opposition de style complètement. En termes de physique, c'était pas du tout le même. Puisque à la base, Adrian, s'il combat 77 kg, ça veut dire qu'il faut autour de 90. 90, peut-être même un petit peu plus. Tu penses? Ouais. Et alors que Saladin, par exemple, s'il combat en 70 kg, il doit faire 80, maximum 80, 81, peut-être quelque chose comme ça. Alors que Adrian, naturellement, il fait 90, 91. On est quand même à une dizaine de kilos en plus. C'est pas rien du tout. Donc un finisseur plus lourd de 10 kilos contre un mec qui aime bien la gestion, c'est vraiment un combat sur papier qui est pas forcément équilibré. C'est un énorme welter Bartos. Bah, physiquement, Exactement. ouais, alors un dos Ouais. énorme. Squeezie, comme tu dis, en vrai, vu son dos, il n'y a aucun doute. Trapèze monstrueux, ligne d'épaule, ceinture scapulaire, bref, au max. Des jambes aussi vraiment costaud. Massif, ouais. Vraiment très très massif. Presque le même niveau que Gabriel, quoi. Je vais te tuer. Après, alors, en termes de taille, d'allonge, avantage à Saladin. Avantage à Saladin, il est un peu plus grand, je crois. Alors, comme Gabriel. Énorme coup. Et donc, voilà, on s'attend à ce que Bartos frappe fort, potentiellement aller chercher le KO contre Salah. Salah, on s'attend à avoir beaucoup de déplacements, justement, pour pas... Après, c'est son style aussi, Salah, un gros jeu de jambes, il reste pas statique, des gros changements de niveau, tout ça. Et donc, vas-y. En fait, c'était vraiment ce que les gens entendaient. C'était vraiment, on savait très bien que Saladin allait arriver avec un gros déficit de force et de puissance. Par contre, il allait avoir un gros avantage de vitesse. Donc nous, ce qu'on voyait tous, je pense, c'était vraiment un Saladin qui bouge beaucoup, qui touche avec du jab, qui touche avec du low kick, qui prend pas de risque et qui fait que de la gestion. Seulement, il était face à un combattant un petit peu particulier, puisque c'était pas une brute classique, Adrian. C'était pas le genre non plus à rentrer comme une brutasse et envoyer des coups sans réfléchir. En fait, il avait vraiment un style particulier. En fait, il va te presser contre la cage, il va te mettre contre la cage et il va rien faire. Il va attendre que tu t'engages. Il va pas juste te laisser, il va pas juste arriver, te taper, se cramer, te t'emmener en sol. Il va attendre que toi tu stresses, que tu t'engages, que tu envoies un coup un petit peu trop puissant. Et là, soit il t'attrape, soit il te tape en même temps. Et c'est vraiment, pour le coup, un gros problème pour Saladin, parce qu'en fait, dès que Saladin voulait tenter quelque chose un peu, comment dire, de concret, par exemple taper soit, je sais pas, un jab bien fort, ou bien un kick bien fort, ou bien un direct arrière bras fort, il rentrait tout de suite. Adrien, il rentrait tout de suite, et soit il le collait, soit il le tapait. Il laissait vraiment pas l'occasion à Saladin de pouvoir juste garder la distance et mettre du jab. En fait, il ne laissait vraiment rien faire. À chaque action de Saladin, il rentrait. Et il a salopé tout le combat en faisant ça. Et plusieurs fois, il a surpris Saladin, notamment au 3e round, sur un énorme coup de genou sauté. Ouais, donc il y avait un échange un peu brawl, quoi, on va dire. Après, même ça, les commentateurs l'avaient dit en direct, que Saladin, en fait, en sortie de points, il a souvent tendance à descendre un petit peu. Voilà. Ouais. Et donc là, Bartos, échange au point, et tout d'un coup, boum, coup de genou sauté. Magnifique, il le tape plein le visage. Saladin part en arrière, knockdown, et après ça revient. Alors il y a Geoffrey qui dit, ça j'avais trouvé ça intéressant, mais je l'avais quasiment jamais vu en combat justement. Bon, je le dirais un peu différemment, mais est-ce que c'est normal que Adrian faisait que lui toucher la ham? Oui, c'est normal. C'était gênant, la main entre les jambes de Saladin. Et donc pour inverser la position justement quand ils étaient en lutte contre la cage, quand c'était Saladin qui allait presser Adrian contre la cage, donc il lui mettait la main entre les jambes. Alors je pense que aider de sa puissance, ça lui permettait de faire un beau wizard justement, de le retourner. Mais ça je le vois vraiment pas souvent, la main à ce niveau-là. On le voit quand les mecs qui sont au sol, où tu vas justement mettre la main comme ça,
pour Mhm. après renverser l'autre, mais quand ils sont vraiment en phase debout de clinch, Si, c'est- après, ça se voit fréquemment, mais vraiment en lutte, c'est une sorte de ce qu'on appelle un switch. C'est une mais sorte en de lutte, switch. lutte MMA, en fait, ça se voit souvent dans les combats de MMA, ça se voit aussi dans les luttes classiques, dans la lutte gréco. C'est vraiment quelque chose que tu vois fréquemment, parce qu'en fait, ça crée un énorme levier. Ça crée un énorme levier, ça prend ton bras, ça te le tord, et en même temps, ça te dévie un petit peu les hanches. Parce qu'en fait, oui, en fait, il posait sa main sur les parties de Saladin, mais en réalité, ce qu'il atteignait vraiment, c'était les hanches. Il voulait vraiment avoir un contact avec les hanches pour pouvoir déséquilibrer Saladin. Et ça, quand tu as les bras un petit peu longs, ça te permet d'aller vraiment loin, d'aller au niveau des hanches et d'avoir un bon levier sur ces zones-là, parce que c'est la zone où il y a tout l'équilibre du corps. Donc c'est une technique qui marche très très bien, qui est très souvent utilisée en lutte. Et il l'a très très bien utilisé tout au long de la soirée. Je pense même que c'était l'arme qu'il a plus utilisée en lutte et qu'il a certainement fait gagner. euh, alors, il attendait que Saladin prenne un risque pour ensuite profiter du déséquilibre et le renverser. Exactement, c'est ce qu'il avait fait pour gagner la ceinture contre Artur Stepaniak. Il avait vraiment attendu la sortie de clinch, il avait repressé directement le détenteur de la ceinture, qui s'est précipité un petit peu, et boum, il l'a contré sur un énorme crochet et il l'a KOté. Et il l'a fait sur quasiment l'ensemble de ses combats. Ça veut dire quand il met tout de suite la pression, il recule pas, il attend que tu fasses une action un peu trop, où tu mets un petit peu trop de. Tu investis un petit peu trop, et il te contre dessus. Et c'est ce qu'il a fait sur Saladin. Et c'est un petit peu frustrant, parce que Saladin, il y a vraiment un jab qui est excellent. Il a vraiment, je pense, un des meilleurs jabs français. Il a même pas réussi à mettre en place le jab, il a réussi à toucher quelques fois, je pense moins d'une dizaine de fois sur le jab, et en fait à chaque fois qu'il voulait mettre un jab avec un petit peu d'impact, Ouais. l'autre il rentrait, il collait. Et en fait ça aurait été, je pense, l'arme du soir, ça aurait vraiment été son atout principal sur le combat, de jabber, de jabber, de jabber, de jabber, et il a même pas pu mettre en place, parce qu'il était bloqué totalement par l'anti-jeu d'Adrian. On a vu quand même beaucoup plus d'anglaise après que de boxing, je trouve. Et en fait, la physionomie du combat, ça a été ça. Ça a été beaucoup de cage control. Après, on a vu un peu à l'image de Tourpal et de Sola que quand l'un attaquait en lutte, l'autre arrivait à bien défendre et inversement. En fait, personne n'arrivait à se mettre au sol. Et par contre, dès qu'il y avait de la distance qui se reprenait, voilà, là, c'était des échanges dangereux. Chacun pouvait toucher. Et c'est vrai que c'était pas forcément le déroulement de combat qu'on souhaitait. Et c'était, pas dire pas très plaisant à regarder, mais c'était un Mm. petit peu long, Mm. quoi, à force. Mais en fait, il y a Greg Moose qui résume très très bien. Il était un petit peu en sous-marin, Bartos. Finalement, il a fait ce qu'il fallait et ce qu'il pouvait faire pour gagner. Il n'a pas été chercher vraiment un combat où il fallait KOter Saladin, parce que ça aurait été très compliqué, il aurait pris beaucoup de risques. Il a vraiment il a joué sur son avantage de force, sur son avantage léger de volume, et il fait que ça en fait. Il n'a pas fait de technique folle, il a juste fait de la pression. Mais là, par exemple, à la place de Saladin, qui aurait pu faire un génie du MMA comme Gabriel, par exemple, pourquoi tu dis ça? C'est une situation compliquée, parce que là vraiment, il était. Quand tu es contre un adversaire qui est entre guillemets chargé, qui est vraiment très physique, qui a un gros avantage physique par rapport à toi, et que tu veux jouer de la vitesse, mais que le mec te laisse même pas, en fait, t'as pas le choix. C'est soit il faut que tu le contres sur un truc très très dur, donc ça veut dire par exemple un genou sauté au moment où il rentre en lutte, ou bien vraiment le toucher dur, ou le mieux c'est de mettre la pression. Le mieux c'est d'arriver à lui mettre la pression et de pas le laisser t'écraser contre la cage, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand le mec est très très lourd. Or là, le mec était très lourd, il était plus massif, très compliqué à mettre en place. Par contre, dans une catégorie où les poids auraient été similaires, t'aurais pu parfois inverser la pression. Donc, c'est-à-dire parfois il y a des phases où l'adversaire doit forcément respirer, tu peux reprendre le centre et là ça se redispute le centre. Là c'est pas possible parce qu'il y avait trop d'écart de poids. Dès que les deux combattants se touchaient, en fait Adrien il était lourd, Ouais. donc forcément il arrivait à mettre son poids et à pousser. Donc c'était un scénario qui était très difficile à contrer, parce qu'en fait c'était un challenge, c'était un challenge d'aller affronter quelqu'un qui était sur deux catégories au-dessus de toi. C'est quelque chose qui est entre guillemets paraliste. Déjà, quand t'es en sparring avec un mec qui est deux catégories au-dessus de toi, tu sens. Alors en combat, c'est encore pire. C'est pas vraiment un combat qui est réaliste ni représentatif du niveau Saladin. Et surtout, c'est difficile à contrer parce que c'est pas, tu peux pas vraiment te préparer pour ça. Tu peux faire ce que tu veux. Un mec qui est deux catégories au-dessus de toi, qui est chargé, il va forcément il aura des avantages que tu n'auras pas. Tu commences avec un gros handicap. Et est-ce que Saladin il se tuait par exemple pour descendre à 66 kilos ou pas? Aucune idée. Je pense pas. Je pense pas que c'était un énorme cutter. Parce que après, pour les 77, tu l'as trouvé comment? Est-ce que tu l'as trouvé trop Franchement, fin je l'ai ou alors, trouvé pas mal. bien Justement, j'étais surpris de voir qu'il avait pris autant de muscles. Je pensais pas qu'il arriverait à prendre autant de muscles. Mais on voit qu'il a une bonne morphologie. qu'il a bien gonflé, quoi. Il a bien gonflé. Et franchement, il avait un physique qui était très correct. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus maigre.
Le KSW, c'est plus clean que l'UFC niveau dopage. Non. Non, je pense qu'au KSW, ça s'envoie la sauce beaucoup plus. Ouais. Les tontons, là, ils aiment bien la sauce. Hein. Moi, j'avais l'impression qu'Adrian jouait la montre. Ouais, c'est ça. Surtout C'est ça. au 4e, 5e round, parce que même il avait quand même une baisse de caisse, j'ai l'impression. Donc, c'est voilà, je vais te coller. Je fais catch control. Après, est-ce que peut-être l'arbitre, de temps en temps, aurait pu se séparer, selon toi? Il y avait ce qu'il faut d'activité, ce qu'il faut de séparation. Pour moi, il n'y avait pas besoin forcément de séparer. Hein. C'était ennuyant, mais c'était juste. C'était pas forcément surprenant. Le Polonais s'est fait huer le 5e round et à la fin du combat à domicile. Bah oui, hein. De toute façon, les Polonais, il y a beaucoup de gens qui pensent que les Polonais, entre guillemets, ils sont ultra racistes, ils vont jamais supporter les combattants étrangers. C'est pas le cas, les Polonais ils respectent la force. Donc si jamais tu t'imposes que tu es un tueur dans ta KT, ils vont te respecter. Si jamais tu étais meilleur qu'un local, ils vont te respecter. Aujourd'hui, les plus grosses stars du KSW, c'est un Tchétchène. Je sais plus, j'ai plus son nom. Bah mais c'est un Tchétchène. Et le deuxième, aujourd'hui, c'est Saladin. Le troisième, c'était comment il s'appelle? C'était un Serbe ou un Croate. Un Croate. Donc si jamais les Polonais ils voient que même si c'est un local qui combat, s'ils voient que c'est de la merde, ils vont pas hésiter. Hein. Ils vont directement, ils vont l'insulter. Hein. De toute façon, sur le compte Instagram du KSW, dans les commentaires. Les Polonais crachaient, entre guillemets, crachaient. Ouais. Ils étaient en train de descendre Adrian. Ouais. Non, parce qu'il respecte vraiment la force. Et là, pour le coup, il a pas démontré qu'il méritait de gagner sa ceinture. Garder sa Il y ceinture. avait une question dans le chat justement par rapport à la date du 6 avril, parce que le KSW a annoncé qu'il venait faire un événement à Paris, donc le 6 avril à l'Adidas Arena, si je dis pas de bêtises. Et donc la question c'était est-ce que Saladin va défendre une ceinture qu'il a dans les OKT ou est-ce qu'il va demander une revanche? Et Je pense qu'il va descendre. Moi j'ai lu qu'il voulait une revanche, il a demandé justement à Bartos si tu veux faire la revanche. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Parce qu'après c'était pas non plus, il n'y avait pas un réel déséquilibre, que ce soit en termes de. Oui, il y avait des équipes niveau. physiques, il y en avait un, c'est sûr. Il y avait un exemple des équipes physiques. Maintenant, techniquement, non, il n'y avait pas. Je pense même que Saladin était meilleur techniquement. Voilà, Saladin a demandé une revanche pendant l'interview de fin de combat. Pour moi, c'est une mauvaise idée pour Salah de s'obstiner avec cette ceinture. Je suis d'accord, je te rejoins aussi. C'est pas forcément. Il a déjà pris une défaite, c'est con, parce que s'il repère encore, ça fera 2 rouges. Même si c'est des combats dans des catégories différentes, sur un Tapology, c'est écrit rouge, c'est écrit défaite. Ça ternit un petit peu ton image. Donc, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée de faire ça. Mais, je pense que c'est plus dans l'ordre d'un challenge personnel. Il a envie de l'avoir. Et... Là, c'est que ça écrira l'histoire parce que ce sera le premier combattant à avoir 3 ceintures dans 3 KT c'est exactement ça. Différentes, quoi. Saladin a tenté un étranglement uniquement lors des 10 dernières secondes. Il pouvait pas tenter avant, il avait un coup trop gros. Bah en fait, faut savoir que mettre un étranglement, ça demande de l'énergie. Hein. Quand tu veux étrangler quelqu'un, ça consomme pas mal d'énergie, surtout si c'est long. Si tu essaies de l'étrangler pendant une trentaine de secondes, t'as les bras qui congestionnent très très vite. Tu vas tétaniser très Voilà, vite. sur un 5 rounds, c'est compliqué. En plus, il faut savoir que plus le mec a un gros coup, plus c'est dur. Et là, bon, voilà, le mec, c'est plus un coup qu'il avait, c'était un tronc d'arbre. Et la sueur aussi. Ouais, en plus. En début de combat, c'est plus simple parce que donc t'as pas la sueur et ça glisse moins. Et la problématique, c'est que quand tu vas faire. Là, c'était une guillotine là, sur. Je crois que c'était une sorte de guillotine, Ouais, mais qui n'était pas très bien engagée. Si tu vas sur une guillotine et que avec la sueur ça glisse, tu vas te retrouver en position. Position d'équilibre, quoi. Ouais. C'est ça. Le ratio risque tentative, c'est bon. Pourquoi il y a Bivol dans le live là? C'est que t'as des airs de Bivol, tu sais? Avec tes cheveux comme ça. moi là. Ouais. Mais Bivol, c'est un russe, mais je pense que c'est des origines asiatiques. Je sais pas si c'est des origines kazakhs ou mongoles. Pourquoi il est Bivol? Mets-toi de côté un peu, vas-y, fais le truc de. C'est Bivol sous. Pour combien de combats vous voyez encore Saladin au KSW? Et selon vous, dans quelle organisation signera-t-il après? Bah, quand il aura envie. Hein. Tant qu'il en a envie, en fait, je pense qu'il reste au KSW. Là, il peut déjà signer partout. Hein. Je pense qu'il peut signer dans n'importe quelle organisation actuellement. Là, c'est juste une question, je pense, de. Ah oui, vu son palmarès, son profil, tout ça, même son following et tout, c'est porte ouverte partout. Hein. Ouais. Désolé, je rigole, mais j'ai vu le dernier commentaire. Après, dans quel orga, par exemple, toi, tu aimerais le voir? Bah, pour moi, il a que l'UFC. Hein.
Tu veux voir où au ONE FC, pas intéressant, au PFL, pas forcément intéressant. Pour moi, il y a que l'UFC qui attend impatiemment Saladin. Mais bon, si lui, il se développe mieux au KSW, si... Il prend plus d'argent, il peut-être aussi mieux traité, enfin tout ça, tu vois. Donc, c'est possible. s'il signe à l'UFC, il serait classé combien? Bah, je pense pas qu'il serait- rentrerait ouais. direct dans le. Non, il serait pas classé. Pas classé. Oui, mais là, alors, faire monter sa cote avant de partir au PFL ou à l'UFC, sa cote elle est déjà super haute. Là, il a tué tout le monde au KSW, il est double champion. Je pense que c'est difficile de faire monter encore sa cote. Bah, en fait, c'est le problème au KSW, c'est que même s'ils vont lui mettre des gars durs, les gens continueront à Oui. dire qu'il a tapé des Exactement. plombiers, etc. Alors que s'il va aller se taper à l'UFC, là, comme MVP s'il était parti au PFL, tu vois, le fait que tu ailles à l'UFC et que tu tapes les mecs à l'UFC, même si ça c'est se pas trouve, pareil. même T'as peut-être un qu'ils nom sont derrière. au même niveau que ceux du KSW, hein, on Mm. sait pas. Mm. Mais c'est parce que tu les as tapés dans la cage de l'UFC, donc forcément, bah ça. En fait, il y a un cas qui illustre très bien ce que tu dis, c'est que tu avais un combattant polonais justement qui est arrivé à l'UFC, qui avait, il me semble, 12 ou 13-0, qui était invaincu. En fait, il avait combattu que sur le circuit national, donc que KSW, organisation intermédiaire polonaise. En fait, on l'a vu en combat, bah, c'était une daube. En fait, c'était une véritable daube. Même Daniel Cormier et Joe Rogan, ils disaient ça, c'est le problème quand les mecs qui combattent en national. En fait, les mecs, ils ont des palmarès monstrueux, mais ils sont nuls. Là, pour le coup, Saladin, il affronte quand même des mecs qui sont super balèzes, mais c'est vrai que c'est que des Polonais, c'est que des mecs, on va dire, qui sont pas à l'UFC ou ex. Non, je sais pas s'il a affronté des combattants de l'UFC, Saladin. Je pense pas, il y avait Bushinger, mais je pense pas qu'il était à l'UFC. Torres. Je suis même pas sûr, je sais pas. Et forcément, les gens, ils ont qu'une idée, c'est la Ligue 1. Et tant qu'il sera pas dans la Ligue 1, les gens, ils vont toujours continuer à poser des questions. Puis vous voyez, même quand vous êtes dans le top de l'UFC, les gens vont quand même vous poser vont quand même douter de vous ou bien vous critiquer. Pourquoi ça rigole? Dernier commentaire aussi encore. Alors. Moi, je pense que oui, Greg. Je pense que oui. En tout cas, moi, j'ai pas envie de le voir combattre contre BSD. Ah, c'est deux styles qui sont bien différents. C'est vrai que c'est pour le coup Benoît. En fait, Benoît, c'est un combat chiant pour tout le monde. Hein. Il met la pression tout le temps, il tape à 100%, il a du cardio et du mental. Benoît, c'est un combat chiant pour tout le monde. Puis de toute façon, ce serait pas un combat intéressant à faire, puisque combat franco-français. Je reprends encore la citation du William Gomis. Nous, ce qu'on veut, c'est taper les étrangers. Là, voilà, vous pouvez juste cuter ce moment avant qu'il dise William Gomis. Après qu'il dise William Gomis. Voilà. Il pourrait taper un title shot en moins d'un an s'il entrait à l'UFC. Mike Pereira ou Chandler. Alors, ça dépend dans quel KT. En 66, je pense. En 70, je pense pas. Et en 77, pas du tout. Il a 26 ans, donc il lui reste pas une éternité pour rentrer à l'UFC. Ah, tu sais. 26 ans aussi, c'était large. Après, c'était large. Ça dépend, parce qu'il a quand même un gros nombre de combats. Donc, tu vois, c'est quand même taxant sur le corps. Bah là, il a fait son 20e combat, du coup. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, avec le taxon sur le corps. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que comme il avait beaucoup combattu, qui s'entraînait énormément, qu'il avait beaucoup de sparring assez dur, il avait perdu du menton, Saladin. En fait, qu'il résistait plus au KO. Ok. Et je pense que c'était suite au KO qu'il avait pris contre l'Espagnol et au fait qu'il ait pris un knockdown à son dernier combat. Mais là, on a pu voir sur ce combat, son menton, il va très très bien. Hein. Il s'est pris un genou sauté, que 90% des gens ils seraient restés par terre. Lui, il a continué son combat et il a fait le taf. Donc le menton est ok. Il est pas vieillissant, il est encore tout frais, Saladin, pas de souci. Hein. Quelqu'un qui dit non mais Benoît, le problème c'est que même avec Francis Ngannou, il s'arrêtera pas tant que son cerveau est alimenté. Mais ouais, c'est ça, hein. Benoît il a un problème, ouais, c'est ça. Hein. C'est qu'en fait il est tellement sûr de lui. Alors même si Benoît il est sûr que 3 plus 2 ça fait 10. En fait il a beau avoir tort, tant qu'il sera vivant ça ne changera pas dans sa tête. Donc c'est sa force, hein. C'est sa force. On l'a vu contre Eliseo, dans sa tête il disait je peux pas être KO et il est pas tombé en fait. Il a dit je ne peux pas tomber donc il n'est pas tombé. Salut Pierrick. Qu'est-ce qu'on a pensé de la performance de Pentoja ou Pentora? Pentora. Je connais depuis sa prise de titre contre Brandon Moreno et clairement c'est un monstre et très fun à voir. Ça, on va en parler juste après le sujet de Saladin. D'ailleurs, on va bientôt terminer sur Saladin. En UFC, ils ont déjà fait un combat à 80, il me semble. Ils ne pourraient pas faire Jerry Card 77 et 84. Pour qui? Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais. Un genou au trombone. Vous pensez que c'est à cause du temps de contrôle que Salah a perdu? Oui, c'est ça. L'autre, il a mis la pression, il a salopé le combat. Et en fait, quand tu contrôles quelqu'un contre la cage, c'est considéré comme si c'était toi qui avais l'ascendant. Suffisant pour gagner. Pantoja. Pentoja. Ok, merci.
Et bah, on enchaîne maintenant sur l'UFC. Donc, Bah, je pense que ouais, c'est le bon moment justement pour faire la petite transition avec l'UFC 200. Bah attends. Hop. Nous n'avons pas de présentation pour parler justement de ce combat qui s'est ajouté sur la main card. Alors, à la base, donc il y a un combat qui a sauté sur la main card, c'était entre Yann Gary contre Yann de Cuck Yann Hein de Cut Gary, j'avais oublié. contre Vicente Ouais. Luque. Sa femme, elle a dit qu'il n'avait pas le droit de combattre, donc il est resté chez lui. On n'est pas censé produire une offensive avec le contrôle V. Non, c'était par rapport au combat de Saladin, mais là c'est trop tard, on a changé de Ok, sujet. on a changé. Désolé, Greg. Alors donc ce combat ne s'est pas fait parce que Gary, en arrivant aux États-Unis, a développé une pneumonie, si je dis pas de bêtises. C'est une maladie de Cuck, ça, non? Salut Pinwix. Donc voilà, combat annulé, les médecins de l'UFC ont jugé qu'il n'était pas apte à combattre. Alors ce combat a sauté, et du coup c'est un combat des prélims qui a été transféré justement sur la main card. À savoir Josh Emmett, produit du team Alpha Male, contre le grappleur Bryce Mitchell. Bryce Mitchell, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, donc dans la preview qu'on avait fait dans le live la semaine dernière, on avait dit que ça allait être très dur pour Mitchell, notamment par rapport à la lutte. J'avais dit que ça allait être très compliqué. J'avais dit. J'avais rien dit. J'avais dit que ça allait être très très dur pour Bryce Mitchell, qu'il allait se faire éclater et qu'il avait été sacrifié. Je veux juste dire que vous êtes chanceux de ne pas être dans la même pièce que Mathieu là actuellement tout de suite. Je sais pas de quoi tu parles. Est-ce qu'on peut rester concentré, s'il te plaît? Des carottes, ça va. En tout cas, c'est que sur ce combat, en fait, on l'avait dit la semaine dernière que c'était très, très compliqué pour Bryce Mitchell, et ça a été le cas, hein, puisqu'il a fini malheureusement son combat dans un sale état. En fait, c'était vraiment un duel de, de style. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel? En fait, il y avait Bryce Mitchell qui avait vraiment le style lutteur, mais pas très physique. Et il reposait tout son style sur ça, sur la lutte du sol. Et en face, Tu me respectes pas. en face de lui, on avait un combattant qui était justement sa kryptonite, hein, puisqu'il était des bases très solides, très solides en défense de lutte, quasiment impossible à mener au sol et surtout avec une énorme frappe. Donc c'est vraiment le combat le plus chiant pour Bryce Mitchell. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce combat? Et bah donc des déplacements, bon, on a vu plusieurs fois Emmett justement tenter son overhand sans succès, et c'est lors d'un déplacement justement latéral où Bryce Mitchell à un moment s'est arrêté et a voulu rentrer sur Emmett. Emmett s'est posé, il a vraiment lancé tout son poids sur l'overhand et ça a touché, mais alors vraiment pleine balle au niveau du nez, du plancher, quoi. En fait, il a fait un déplacement latéral, mais de la mâchoire, et du coup, il l'a complètement couché. Il l'a complètement couché, et c'était vraiment impressionnant, parce qu'il est tombé complètement cold, Brice. Et juste après, il a convulsé. Ça, c'était vraiment, terrifiant. ouais, c'était une scène qui était assez choquante. On voyait vraiment Josh Emmett gagnant, mais là, c'était vraiment une domination totale. Il y a eu no match, et ça s'est très très mal fini pour Bryce. Bryce qui avait pris le combat en short notice, parce qu'à la base, Emmett... Alors attends, ah oui, il devait prendre Giga Ashikaze, mais Giga qui s'était fait une déchirure au niveau de l'aine. Une déchirure du groin. Du groin, voilà. Oui, je réponds oui à 100% dans le chat. Toutes vos questions par rapport à ça, oui. Donc voilà, victoire nette et sans bavure de Emmett, il n'a pas pris de dégâts. Ça reste quand même un solide contender dans la KT. Il a quoi? Il a 39 ans, je crois, un truc comme ça. Emmett? Ouais. Ouais, il est assez vieillissant, mais pareil, je pense qu'il prend pas que du... Bon, c'est... Non, je veux dire une connerie, là. Assez vieillissant, mais physiquement très frais. Très frais, très solide. Voilà. Bon combat d'ouverture de la main card. Ensuite, alors ce combat, c'est le combat quand même qui fait mal. Le combat pour les fans qui fait mal parce qu'on a l'ancien challenger de la catégorie lightweight, donc Tony Ferguson, qui allait affronter Paddy Pimblett. Je vais pas dire, alors lui il n'est pas considéré comme un top prospect, mais
il y a un hype train derrière lui par rapport à sa présence, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, il parle beaucoup. Euh, bon, après, il back up quand même, il fait des victoires. Pas dit Ouais. Moyen, puisque sur son dernier combat, quand même, sur le combat précédent, celui de Tony Ferguson, donc celui de samedi, il avait combattu contre Jared Gordon, il me semble, et il avait été déclaré vainqueur, mais vraiment parce que l'UFC voulait qu'il gagne. En réalité, il avait perdu ce combat. Donc il a des prestations qui sont pas forcément à la hauteur de ses paroles, et même les fans anglais l'ont voulu. Les fans anglais, les fans européens, les fans de l'UFC en général. En fait, il est passé de personnalité la plus appréciée de l'UFC, en tout cas une des personnalités les plus appréciées de l'UFC, à une des plus détestées en l'espace de un combat. Bah, il avait été apprécié parce que aussi à la fin d'un combat dans son speech, bah, il avait parlé justement de tout ce qui était santé mentale, notamment parce qu'il avait un ami qui s'était donné la mort, tout ça. Donc voilà, il a eu un discours très touchant et très positif par rapport à ça. Ça a fait que les fans avaient beaucoup apprécié. Mais après, voilà, il a fait quand même, il a beaucoup parlé, ça n'a pas, trop suivi et tout, donc. C'est pas trop plu. Et c'est vrai que Geoffrey, tu fais bien de le rappeler, il y a très récemment, Paddy, il a fait une annonce sur Benoît Saint-Denis. On va parler que de Benoît dans ce stream. Je fais la pub pour les copains. Et il avait fait une annonce sur Benoît en disant qu'il aurait adoré s'entraîner avec lui. À mon avis, c'est une annonce qui est plutôt stratégique. Parce qu'il sait que Benoît, il l'aurait croqué. Benoît, ça fait 30 ans qu'il dit qu'il veut taper Piblet. Donc je pense qu'il a été malin sur ce coup-là. Il a senti le danger. Et il s'est dit, vas-y, on oublie la guerre de 100 ans contre les Français, on devient copain. Mais Benoît, il l'a pas oublié. Alors, on avait l'impression que Ferguson était grabataire. C'est exactement ça, du coup. C'est exactement ça. Et c'était triste à voir parce que il en veut toujours. Il en veut vraiment toujours. Hein. Bah, il cherche à s'améliorer, puisqu'il avait eu recours à David Goggins. David Goggins, bon, c'est pas forcément le meilleur coach du monde, mais pas le choix le plus judicieux, je pense. Mais tu sais qu'il va te faire souffrir. Donc, je pense qu'il se rendait compte quand même qu'il y avait un truc à travailler, qu'il avait besoin d'un changement. Il n'a pas forcément été chercher chez la bonne personne, mais il cherche, il réfléchit à ce qu'il pourrait l'améliorer. J'espère que pour le futur, soit il trouvera, soit qu'il saura s'arrêter. Bah, j'ai vu un comparatif tout à l'heure sur Instagram où il parlait du Tony Ferguson de 2011 à 2019. C'était 8 victoires, 1 défaite, un truc comme ça. Et après, donc de 2020 à 2023, c'est 0 victoire et 7 défaites. Alors, normalement à l'UFC, je pense que quand tu enchaînes 4 défaites en majorité, t'es cut de l'UFC, t'es viré. Là, c'est un peu c'est un peu la même chose que Sam Alvey. Sam Alvey, c'était un mec qui évoluait en 84-93. Il a fait je sais pas combien de défaites, mais l'UFC le gardait parce que c'était à la fois un nom, il proposait des combats entertaining, quoi. Et là, Ferguson, même Dana White en conférence de presse post-combat, il a dit j'adorerais voir Tony Ferguson prendre sa retraite. Après, on a vu qu'il a eu quand même ses moments pendant le combat. Ouais, il a touché Pimblett debout. Plusieurs fois, ouais. Bon, il n'a pas réussi à trouver le succès au sol. Bon, après, Tony, au sol, c'est les coudes qui peuvent dans toutes les directions, même quand il est sur le dos. Mais alors, Pimblett, il a eu une grosse baisse de régime, je crois que c'était au 3e round. Mais après, Ferguson, il le travaillait bien au corps. Ouais, c'est impressionnant. Il lui mettait beaucoup de frappes au niveau du ventre et ça te coupe le souffle. Donc, En fait, je pense que les gens s'attendaient à un massacre. Ils s'attendaient à un massacre de la part de Paddy. Ils s'attendaient à un no-match. Et en fait, le match a été plutôt équilibré, en tout cas sur les premiers rounds. Au 3e round, même, Tony, il a réussi à reprendre un petit peu l'ascendant. Parce que Paddy, il avait beaucoup ralenti. Ralenti, alors qu'il avait pas produit grand-chose, en fait. C'est ça qui est frustrant. Il n'a pas produit grand-chose sur l'ensemble du combat, mais il était fatigué. On va dire que c'était des mauvais indicateurs pour le combat suivant. Parce que ça voudrait dire que là, contre un combattant vieillissant de la retraite, qui a déjà 0 victoire pour cette défaite d'affilée, il galère. Alors imaginez contre un mec super frais, un top contender, un mec du haut du panier, ça pourrait être vraiment un combat compliqué. Et je pense qu'il a montré un petit peu ses failles sur ce combat. Pareil, je pense qu'il va avoir besoin d'un changement, que ce soit dans son entraînement, ou que ce soit dans son style en général, puisqu'il y a trop de défauts. Il prend des coups qui viennent de loin, qui sont lents, d'un combattant qui est quasiment à la retraite, proche de la retraite. Alors imaginez contre un mec super rapide, super frais, et qui mettra qui aura du poids derrière ses coups, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Après, il a montré quand même des progrès en striking, je trouve. Non, Pimblett. Moi je trouve pas. J'ai pas vu de progrès. J'ai vu au début, il a été assez, comment dire, il a pris son temps.
Par contre, il a toujours les mêmes défauts qu'avant, c'est-à-dire son menton, il est comme ça. J'allais dire justement, moi j'avais trouvé que son menton était quand même un Non, peu pas moins du en tout, l'air. pas du tout. En fait, Même après, quand il a non. fait le 1-2 à Ferguson, qu'il l'a Ah rushé, non. etc. Je te rejoins pas du tout sur ça. Moi, je trouve qu'il a vraiment justement encore les mêmes défauts qu'il a pas encore gommé. Et je pense qu'il va se faire KO'ter un jour sévèrement. Il l'a même dit lui-même en interview qu'il allait certainement se faire toucher durement un jour. Alors, Josh, salut le bro. Hello le duo de choc. Perso, Goggins lui a servi à rien parce que selon moi, Ferguson est plus dans le jus du tout. Comme dans The Last Dance, les dernières danses des géants sont jamais glorieuses. Bah, là, maintenant, c'est vrai qu'après cette prestation, tu lui dis ok. Attends, qui m'avait envoyé ce message, je sais plus. Où on me disait voilà, donnez-lui Clay Guida, tu vois, que ça fait le combat de retraité. Oui, ça et aurait, puis, été ça aurait été un bon combat. Ça aurait été un bon combat parce que c'est deux combattants vieillissants. Là, il lui donne des petits jeunes affamés, c'est compliqué. Et surtout, comme tu as dit, David Goggins, c'est pas forcément la bonne personne à aller chercher, puisqu'en fait, Tony, il a toujours eu un mental de malade. Je pense pas que pousser encore plus le mental, ça l'aurait aidé. À mon avis, il avait besoin de quelqu'un qui le structure un petit peu et qui soit honnête avec lui dans sa gestion de carrière, gestion de choix, et gestion de combat et matchmaking, parce que là, en fait, il accepte tout. Je pense qu'il a plus besoin de ça, d'un entourage vraiment stable, et en fait, c'était pas les choses dont il avait besoin, et ça s'est vu pendant le combat, hein. Par contre, je l'ai senti quand même arriver sûr de lui, je l'ai senti arriver confiant, Ouais. et dommage qu'il n'a pas pu montrer une performance à la hauteur de ce qu'il était, de ses apparences, parce qu'il il avait l'air en forme. Mais là, de toute façon, on voit que c'est pas rattrapable parce que là, on voit vraiment que c'est les dégâts du temps en soi, c'est-à-dire tout ce qui est réactivité, vitesse de frappe. Euh, Si on a vu le Prime Tony et que maintenant, justement, ça ressemble à ça, il y aura pas de retour en arrière. Et, Ouais, compliqué. là, c'est vraiment, faut le dire, c'est la fin de carrière pour Tony Ferguson, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Paddy s'est fait agresser à Saint-Denis quand il y a eu le match de foot. Ouais, quand il y a eu le match de foot, il avait carrément fait une vidéo sur ça. Il avait été agressé. Enfin, là-bas, il y avait comment ça s'appelle? Des gens qui étaient rentrés par-dessus les grilles, qui agressaient les. hooligans. Ouais. Alors, les supporters anglais, comme il dit Darmanin, qui étaient rentrés dans le stade et qui agressaient les gens. Il y avait des gens avec des machettes, il y avait des gens avec des couteaux. Il y a un ami de Paddy qui s'est fait gifler par un homme qui avait. Enfin, il y a quelqu'un qui a tenté de gifler un ami de Paddy. Et en fait, dans sa main, il avait mis une lame ici dans la main pour essayer de déchirer la joue du mec. Il y avait pas mal de soucis. Et je pense que ça a traumatisé des Français. Du coup, quand il a entendu Benoît Saint-Denis, il a dit non, c'est bon. Les Français, j'en ai marre, ils sont trop dangereux. Et je me tape que contre des vieux croulants à l'UFC, c'est bon. Et alors là, donc la suite pour Tony Ferguson, ça serait peut-être un combat Farewell, tu vois, un combat où, ok, là on sait que à la fin de ce combat-là, tu déposes les gants dans l'octogone et c'est retraite, ou alors bah là c'est retraite tout de suite. Mais je pense pas que, vu l'état d'esprit de Ferguson, qu'ils se disent, ok, là je viens de faire mon dernier combat, c'était ma dernière presta et voilà. Je pense qu'il va en vouloir encore un. Après, ce que Dana, après, par contre, va lui donner, c'est la question. Et Pimblet, la suite pour lui, ça pourrait être quoi, du coup? Parce que là, il a rien. Le coiffeur. Eh, franchement, Alors, il est arrivé avec ouais. des tresses. Les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, mais franchement, il était beau gosse sur ce qu'on a d'habitude. Il arrive avec sa vieille coupe au bol, il ressemble à rien. Là, franchement, il arrive avec ses petites tresses. Franchement, beau gosse. On aurait dit un viking. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Sur le style, il était ok, hein. Bien sûr, Vittel, bien sûr. Un petit peu d'appropriation culturelle quand même avec les tresses, mais bon, c'est pas ça. Voilà pour ce combat. Puis de toute façon, comme on a pu le voir, bah là, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, sur la cote Unibet, Ferguson était donc donné grand perdant, avec une cote à 3 et pas dit 1,33. J'en profite au passage donc, pour remercier Unibet qui sponsorise ce live. Et voilà, si vous voulez faire des paris, parier sur les prochains UFC, n'hésitez pas à utiliser Unibet. Vous avez le code Gabriel, il y a le lien normalement qui déroule dans le chat. Et alors, à jouer avec modération, bien sûr, comme tu le dis. Ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de varier. Voilà. Alors. Voilà. Donc, on va passer donc au combat suivant, à savoir le grand frère de Gabriel, Shavkat Rakhmonov. Il y a des airs. Franchement, c'est vrai. Donc, Shavkat Rakhmonov, un top prospect de chez Top Prospect maintenant qu'on va appeler même contender. Hein, il est pour moi en lice pour la ceinture. C'est 17-0, donc 17 victoires, 0 défaites contre Stephen Thompson, ancien prétendant à la
ceinture, donc 17 victoires, 6 défaites. Thompson, vieillissant, je crois qu'il a 39 ou 40 ans. Ouais, en fait, on le voit pas, mais sur la photo là que vous avez sur Twitch, il a les cheveux normaux, mais en fait, dans la réalité, il a les cheveux tout blancs. Ouais, c'est C'est ça. vraiment un papy, hein. Là, on voit qu'il commence à accuser un petit peu le coup, il commence à avoir de la bouteille. Donc, pareil, un vieux croulant. Donc pour ce combat, alors Stephen Thompson, le profil c'est karatéka, gros striker, de très très bons kicks, des désaxages, des remises. Gestion de distance, nickel. Franchement, Voilà, c'est vraiment un striker top du top du top du top. En face, Rakhmonov, complet. Bon striking, très très grosse lutte, très gros cage control. Et voilà, au sol, pareil, position, ground and pound, tout ça. Et on a vu ce qu'on s'attendait à voir. Mhm. C'est-à-dire, il y a eu quand même des bons échanges et Thompson a touché à quelques reprises Shafkat debout. Pas de façon Pas de vraiment manière conséquente, significative, mais il a réussi à toucher. Shafkat l'a pressé contre la cage. Tentative de takedown. Alors, à saluer aussi la belle défense de takedown de Stephen Thompson. Je trouvais quand il le prenait en single. Franchement, ouais. Il avait une très bonne défense qui n'était pas basée sur la force, c'était vraiment basé sur la. Comment ça s'appelle? Sur le. C'est dur à expliquer quand on fait pas de lutte. En gros, il enlevait tous les points de contact de Shafkat, il empêchait de fermer les mains, il empêchait d'avoir un grip solide. C'était vraiment pas de la force pure, c'était vraiment de la défense en technique. C'est agréable à regarder. En plus, Rakhmonov était blessé. Ah bon? Il avait quoi? Il avait un truc, toi, ou pas? Je sais pas. Et alors, le combat s'est terminé donc dans le deuxième round. Ce qui était bizarre, je dirais, c'est que alors Rakhmonov avait réussi donc à take down Thompson de par une single leg et puis après il a fait transition où il allait chercher justement au-dessus du trapèze quand Thompson était en train de rebondir, donc il a saisi le bon timing. Il a rebondi sur son trapèze. C'était nul aussi. C'est dur là. Aidez-moi. Déchirure tendon de la cheville. Ok. Ah ouais, c'est solide quand même. C'est pas rien, c'est une bonne blessure quand même, surtout Ouais, quand une ça arrive en bonne combat, blessure. ouais, ça peut. Ouais. Bon, je pense que la déchirure était partielle, parce que sinon il n'aurait pas pu continuer à combattre, hein, par contre. Ça, Et du coup, donc il a fait un étranglement arrière. Alors, vu l'angle de la caméra, j'ai pas vu exactement si c'était vraiment un étranglement donc sanguin passé ou s'il était en train de lui faire un très gros neck crank de salopard. sauvage, ouais. J'ai pas vu. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il avait pas les crochets. Il avait pas les crochets, il était en train de peser tout son poids, mais il avait pas les crochets. Et il restait, je crois, 6 ou 5 secondes dans le round. Ouais, 5 secondes, c'est ça, 5 secondes. Ouais. Alors, Hello qui nous dit, selon Laura Senko, il aurait souffert d'une déchirure du ligament de la cheville 6 semaines avant le combat et a préféré ne pas se faire opérer afin de pouvoir combattre à l'UFC. Alors, à mon avis, ça devait être une petite déchirure, parce que normalement, une déchirure, t'es bloqué quand même pendant quelques semaines. Hein. Moi, j'avais une déchirure, par exemple, à mon tendon du bras, et j'ai pas pu m'entraîner pendant quelques semaines. Hein. J'ai pas pu Fragile. Naturel. J'ai pas pu m'entraîner pendant quelques semaines, donc ça devait être une toute petite déchirure. Parce que vraiment, c'est une blessure qui te bloque pendant pas mal de temps, surtout la cheville. C'est une zone où tu es toujours en appui, même si Shafka, c'est pas forcément il n'y a pas forcément des appuis monstrueux. Bon, en boxe, t'es toujours des appuis de malade. Hein. Ouais. Tu mets quand même beaucoup de poids sur ta cheville. Ouais, puis quand tu vas démarrer des takedowns, tout ça. Exactement. Donc je pense que c'était pas forcément une grosse blessure. Pas une si grosse blessure que ça, en tout cas. Donc, Shafkat, que retenir de ce combat? Il a confirmé encore son statut de prétendant à la ceinture. Parce qu'il a montré des super choses. Thompson, pour moi, c'était vraiment la dernière chance pour être encore dans la course au titre. Il a échoué à ce niveau-là. Donc, je pense que là, il fait office de gatekeeper, quoi. C'est ça, Office il de va rester gatekeeper. à l'UFC parce qu'il a toujours le profil, c'est ça. Le mec qu'on veut tester. Quand on veut tester quelqu'un en striking, on met Stephen, on met Wonderboy. Au moins, on sait qu'il va pas prendre de KO le mec en face. On sait que ça va être juste un combat de gestion. Et voilà. Hein. Je pense qu'il a dû lui exploser la mâchoire comme BSD a fait sur Bond C'est Team. possible. Ouais. Probable, ouais. Benoît l'exploseur de mâchoire. Covington, la call-out. Alors, j'ai pas du tout compris Oui. ce call-out, mais pourquoi pas. Combat facile pour Colby. Et là, tu vois, la cote était encore plus costaud. Ouais. Thompson, il était à 4,80, donc vraiment donné perdant. Quoi.
gros favori. Mais c'était plus équilibré pour moi que Pimblet Ferguson. Hein. Non. Ouais. Non, je sais pas. Non, là, je trouve. Ah oui, enfin, sur papier, pour moi, ce combat-là, ça aurait dû être un massacre. Je parle dans le combat en lui-même. Hein. Ouais, c'est Ouais, pour c'était ça. plus équilibré, Ouais, c'était pas non plus. J'ai l'impression limite que Shafkat, il voulait pas trop blesser Stephen et qu'il combattait avec des pincettes un petit peu. Oh. Ouais, Moi, je sais pas, j'ai l'impression que du coup, il se méfiait du striking je pense de pas. Wonderboy. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il a pas voulu être trop violent avec lui. Parce qu'il a vu que c'était un papy, peut-être. Donc voilà pour ce combat. En tout cas, Shafkat remporte le combat et progresse vers le top du top de sa catégorie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme prochain combat pour lui d'intéressant? Bah, ça aurait été cool de le voir contre Yann Gary. Pour moi, vraiment deux top prospects invaincus. Shafkat le Mais Shad. d'ailleurs, ils se sont entraînés ensemble à Killcliff. Imagine Shafkat le Shad contre Yann Lecoq. Ouais. Le conflit de les deux personnalités opposées, quoi. Un bon combat. Et on passe à la suite. Le combat Co-main event entre Pentoya. Brandon Royval et Alexandre Pentoya. Pentoya champion qui a pris la ceinture à Brandon Moreno par décision partagée. Brandon Royval, ce combat c'était aussi un rematch parce que si je dis pas de bêtises, Pentoya avait gagné contre Royval lors de leur premier affrontement. Alors attends, le vent du ski dit Rachmanov, je trouve qu'il est pas athlétique dans ses combats. Il est droit comme un piqué, un peu robot, mais il a un truc, c'est qu'il prend des super bonnes décisions, il est clean. Ouais, il a un très bon fight IQ, ouais. Vraiment solide. Consulte le Tapology. Parce que pour moi, il est perdu contre. Ah non, il a déjà gagné une fois contre Rival et il a regagné encore. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, il a un style un petit peu robotique, t'as l'impression vraiment de voir un robot qui avance sur toi. Par contre, quand il tape, justement, quand t'es raide comme ça, c'est là que tu tapes très très dur. Attends, j'essaie de comprendre la blague. Pentoya, du coup, ok. Ah, Elle est pas terrible. Ouais, c'est ton level là. Ouais. Par contre, est-ce que t'as essayé la blague du ski, le vent du ski? C'était bon. Oui, Alors donc sur ce combat, comme on avait pu le voir, Daniel a entraîné Pentoya d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'il a gagné. Hein. Pentoya, dès le début du premier round, il est allé très fort sur Royval. Il a rush, il a combinaison point, pied. Franchement, ça a été. Il envoie toujours à 100% de toute façon. Dans tous ses combats. Hein. Il n'y a pas de phase de respiration, c'est j'attaque. De toute façon, on a vu que les deux, ils avaient une caisse monstrueuse, même s'il y a eu une baisse de régime de Pentoya à un moment. Alors Royval, lui, cardio infini. Là où ça s'est joué, en fait, le combat, c'est sur les phases de sol. Parce que Royval n'arrivait pas à se relever. Pentoya prenait des très bons contrôles, la crosse, tout ça. Et Royval était bloqué dessous. Il n'arrivait pas forcément à se relever. Il a mis du temps avant d'arriver à trouver sa distance en boxe, à bien toucher, sans justement subir les attaques de lutte de Pentoya. Mais c'était franchement un combat vraiment vraiment excitant. Pourquoi tu rigoles? Moi? Pourquoi? Combat excité. Ouais, oui, un combat, aussi un combat d'excité. Franchement, ça partait dans tous les sens. Hein. Ça partait dans tous les sens et c'était aussi très excitant à voir. Et dire qu'à un moment, Dana White voulait supprimer cette catégorie des flyweight parce qu'il trouvait pas ça. Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé le combat. J'ai regardé les combats ce matin, j'ai vu le combat là, j'ai fait non, je regarde pas parce que la catégorie m'intéressait pas. Ah bon? Non, et en fait, comme il tape pas fort, je regarde pas. Et tu vois, c'est le seul pour te dire, on a regardé les combats féminins, mais ça, on n'a pas eu le courage de le regarder. Ouais. Ce matin, il y a eu des combats féminins pas mal. Hein. Franchement, il y a eu des combats sympas. Mais non, là, pas possible. Je pense que c'est pour ça. Les gens, ils aiment pas les petites catégories. Ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de KO. Ils savent que ça fait toujours les 25 minutes. J'avais pas le courage de faire 25 minutes avec eux. Puis encore 25 minutes derrière avec Edwards et Covington. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé ce combat. J'ai beaucoup aimé ce combat. Et Royval, il a eu ses moments sur la fin du combat. Voilà, comme CQ dit, pourtant il y a de l'action. Oui, il y a de l'action, mais c'est comme le football féminin. Il y a de l'action, mais ça va pas tomber, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est comme je dis, c'est comme le football féminin, tu vois. Elles sont pas si nulles que ça. Il y a de l'action. Enfin, elles jouent, mais c'est pas pareil que les hommes. Il y avait une petite caté là, qui est un gars de petite caté qui est maintenant au One FC qui tapait comme un sourd là, John Lineker. Oui. Stone, là. Alors c'est particulier. Ouais. Par contre, c'est vrai que les mecs du One, j'aime bien regarder. Par contre, ils sont balèzes. Ouais. Mais là, à l'UFC, il y a personne qui me tente dans cette caté. J'aime pas regarder. Je sais pas pourquoi. Il y a un blocage.
Mais c'était franchement des très belles phases et des scrambles de malades. Dans le football féminin, c'est lent. Eux, ils sont rapides. C'est très sexy ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Tu veux qu'on se fasse bannir ou quoi? Non, c'était vraiment T'as raison. propos n'engage que lui. C'était... Et 99% des hommes. Moi, je sais pas parce que je regarde pas du tout. Je dis les hommes. Bâtard. Non, c'était pour moi un très beau combat. Voilà, il y a eu très belles phases de scramble, vraiment une très grosse lutte et on a vu un très bon sol de Pentoya. Par contre, du coup, on a vu des lacunes au sol de Royval. Après, Royval qui a un profil beaucoup plus striker, kickboxer. Il a commencé à toucher avec une bonne anglaise sur la fin du combat, Royval, mais c'était de toute façon trop tard pour revenir, sauf s'il arrivait à KOT Pentoya, mais ça s'est pas fait. Donc voilà, décision logique pour Pentoya. Alors Pentoya, lui, d'ailleurs, il a trouvé que son combat était un peu ennuyant. Il l'a dit au micro. Comme moi, tu vois. Mais tu n'as pas regardé le combat. Pentoya a dit justement que il s'excusait d'avoir fait un boring fight. Mais voilà, il faut y penser. Il se disait entre guillemets à sa famille, à sécuriser la ceinture avant Il n'y a que tout. la victoire qui compte. Voilà. On ne le répétera jamais assez. Il n'y avait que la victoire et que il ne pouvait pas forcément se permettre de prendre trop de risques contre Royval parce qu'il sait que c'est un adversaire dangereux et perdre la ceinture. Et, vrai Royvaler. Il est tard. Voilà pour ce co-main event. Et on va passer au main event. On attendait tous. Colby Chaos Covington contre Leon Edwards. C'est quoi son surnom, Leon Edwards? C'est pas ce assassin, Edwards? Je sais plus du tout. En référence à l'assassin de son père. Faut pas qu'il entende ça. Justement, ça nous permet de... Rocky Edwards, ça nous permettra justement de rebondir sur le trash talk qu'il y a eu précédent le combat. Il y avait eu un trash talk assez sombre, comme on disait en début de stream. Il y avait Colby Covington qui avait dit « Je vais t'emmener en enfer et on en profitera pour saluer ton père », en sachant très bien que le père de Leon Edwards était décédé... assassiné. Ouais, assassiné suite à des activités de gang, je crois, quelque chose du genre. Ouais. Et du coup, un combat qui était qu'on attendait. On attendait beaucoup d'émotions, on attendait beaucoup d'action dans le combat. C'est pas forcément ce qu'il y a eu, mais par contre, il y a eu un spectacle comme qui était assez intéressant de la part de Leon. Donc Leon défendait sa ceinture après donc l'avoir gagné contre Edwards, Ousmane avec un magnifique KO et après donc par décision. Colby, lui, ça faisait un bon moment. Sa dernière victoire, c'était pas contre Masvidal. Il me semble, ouais. Ouais. Mais il avait eu une longue période d'inactivité. D'ailleurs, de toute façon, ça a joué beaucoup dans le combat. Lui-même l'a dit, même Daniel Cormier le disait, ce qu'on appelle le ring rust. Donc la rouille, hein, quand tu combats pas depuis longtemps. Le fait de reprendre ses repères, ses automatismes, la gestion de la foule, la pression, tout ça. Sur le papier, moi, je voyais quand même une domination en lutte de Colby. Alors, Colby a fait ce que Colby devait faire, mais trop tard, c'est-à-dire au 5e round. Parce que s'il avait appliqué ça sur les rounds précédents, je pense qu'il aurait remporté le combat. C'est dommage. Edwards, une maîtrise totale. Et alors, ce qui m'a surpris, j'ai l'impression que le mec il troll un peu, tu sais, comme contre Ousmane, genre, t'as jamais été mis au sol? Attends, moi je vais mettre au sol, et en plus, moi le striker. Il a mis Colby au sol, donc incroyable, et il a même failli lui rentrer un triangle qui était pas loin du tout d'être bien verrouillé avec une clé de bras en supplément. Et je pense qu'il a vraiment envie de montrer qu'il est dominant sur tous les domaines. Il a dit tiens, tu m'as trollé, je te troll. Ouais, c'était vraiment incroyable. Donc, Leon, son profil, voilà, c'est un striker, c'est pas un mec qui met une très grosse pression, c'est vraiment... il est attentif, il est posé, il réfléchit, il a un très bon coup d'œil, des très bonnes combinaisons aussi, mais c'est pas un mec qui va rusher et faire du brawl et du sale. Colby, lui, c'est donc lutteur, il met une grosse pression en boxe, très peu de kick, et c'est normalement pression tout le temps. Et là, sur le premier et deuxième round, on a vu que c'était Edwards qui le collait contre la cage. Ouais. Je vais déconnecter un petit peu. T'as senti que j'ai déconnecté ou pas? Ouais, je voyais que tu étais en train de penser soit ton repas, soit je sais pas. Non, j'étais en train de penser à Leon Edwards. Il y a beaucoup, je vais dire une expression que personne ne connaissait.
Il y en a beaucoup qui disent justement qu'il fait des combats un petit peu ennuyants, un petit peu trop en gestion. C'est vrai que c'est pas les combats qu'on attend de voir. Souvent, on aime bien voir les combats vraiment excitants, les combats vraiment où il y a toujours de l'action. Leons, il est vraiment très stratège. Euh, Quelqu'un dans les commentaires l'a souligné. Impressionnant de maîtrise. Il maîtrise totalement la situation. Il prend très peu de risques. Ça fait des combats qui sont moyennement beaux à regarder quand même. Ouais. Par contre, en termes de résultats, il n'y a pas à dire, c'est un tueur. Il est Ouais, monstrueux. Hein. efficacité, bah Ouais. même il prend pas forcément beaucoup de dommages. Exactement. C'est ce qu'il a fait sur ce combat. Il a quasiment pris aucune frappe significative. Aucun takedown vraiment dangereux. Je pense pas qu'il y ait une situation où il était vraiment en danger. C'était vraiment de la maîtrise tout le temps et toujours le minimum de risque pour le maximum de récompense derrière. Il a broyé la jambe de Colby aussi. Alors ouais, par contre, j'ai été impressionné par ça. Il a vraiment des low kicks qui sont très très rapides, très secs et très précis. En fait, on voyait, il a marqué la jambe de Colby. C'est-à-dire que les low kicks de Edwards ont complètement rougi la jambe de Colby. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y avait justement une barre rouge juste au même endroit. C'est-à-dire que la barre n'était pas étendue, elle formait vraiment quasiment la forme d'un pied. Et tous les coups de pied ont été mis au même endroit, tout le temps. Très Il y a précis. eu des bons kicks aussi, que ce soit en front ou alors en middle de la part de Edwards dans le ventre à Colby. Il avait même le ventre assez rougi en fin de combat. Pareil, ça te sape le cardio, tout ça. Bon, Colby, à la fin du combat, a dit que ça a été le combat le plus facile, qu'il avait pris zéro impact, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il est quand même ressorti plus amoché contre Ousmane et compagnie. Mais Colby n'a pas fait le combat qu'il devait normalement faire. Moi, je pensais qu'il serait rentré très tôt en lutte, comme tu as dit tout à l'heure. Je pensais qu'il allait mettre une stratégie de lutte directement. En fait, il a voulu jouer striker et en fait, pendant 3 rounds, il a fait que du striking. Ouais. Que du striking avec un spécialiste du striking. Je sais pas quelle était son intention, quel était son game plan. Au début, on pensait, et même les commentateurs pensaient qu'il allait justement faire du striking pendant 2 rounds, fatigué, ensuite faire que de la lutte. Mais il n'a pas mis en place du tout sa lutte. Et en fait, je pense que le moment où il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il la mette en place, sa jambe était déjà trop flinguée. Il avait la jambe qui était trop endommagée. Et il avait plus assez d'explosivité sur ses jambes pour shooter, en fait, tout simplement. Et il s'est fait surprendre sur ça. Moi, c'est mon analyse du chef. Analyse pertinente. Alors pour Colby, donc c'était sa 3e chance au titre. Je pense pas qu'il en aura une nouvelle. Je pense que c'est terminé pour lui. Oui, il va falloir peut-être qu'il affronte encore 1 ou 2 personnes avant de pouvoir repasser à la ceinture. Ou bien que Trump lâche un petit billet à Dana White, puisque Colby est le combattant préféré de Trump. Trump, il vient à chaque combat de Colby. C'est vraiment devenu sa coqueluche. Make America Great Again. Et Leon Edwards, en défense de titre, le plus logique, ça aurait été Belal Muhammad. Donc ils avaient déjà combattu une première fois, mais ça s'est terminé en no contest parce que Edwards avait fait un IPOC. Tu rigoles? Non, voilà. Je pense à un truc. Il avait fait un IPOC vraiment très très sale à Belal. Et là, désolé de t'interrompre, je me permets, c'est sur ce combat-là, ce serait vraiment un combat immonde pour les spectateurs pour le coup, parce qu'il y a vraiment... donc, comme je dis, il y a une grosse partie des gens qui associent Léon en fait, à des combats ennuyants. Et c'est pareil pour Belal Mohamed, il y a énormément de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, vous n'allez certainement même pas reconnaître le nom, en fait, parce qu'il est très peu connu. Parce qu'en fait, il fait des combats considérés comme ennuyants, comme Léon, en fait, tout en maîtrise. Mais sauf que là, c'est vraiment l'aspect lutte qui le fait gagner. Alors que Léon fait vraiment de la maîtrise en striking, Belal fait de la maîtrise en lutte. Et ça, c'est vraiment 2 combattants sur papier qui sont extrêmement... en fait, sur papier, ça va vraiment être le combat le pire du siècle. Maintenant, c'est un peu... Les dieux du MMA sont particuliers, parce que parfois, il y a 2 combattants qui sont excellents, qui sont monstrueux, qui mettent que des KO, qui combattent ensemble et qui ne font rien. Un peu à l'image d'Adesanya contre Yoel Romero. Ngannou contre Lewis. Exactement. Et parfois, il y a des combattants, justement, qui sont censés être pas impressionnants, qui font des prestations de malades, qui donnent vraiment toute leur vie dans le combat. Donc, peut-être qu'on sera surpris, mais en tout cas, sur papier, c'est vrai que c'est pas le combat qu'on attend tous. Hein. Mais enfin, ça serait le plus logique vu la série de victoires de Belal. Après, là, j'ai vu les propos tout à l'heure justement de Edwards. Il a dit non, je ne pense pas que Belal soit le prochain en ligne. Tu vois. Ouais, je pense que c'est parce qu'il a pas peur de Belal, mais je pense que parce qu'il se rend compte que Belal est un danger. Je pense qu'il a d'autres combats plus intéressants à faire, plus accessibles, alors que Belal, il sait que ça va vraiment être un combat compliqué. Oh, mais qui serait plus méritant à l'heure actuelle pour Belal? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Hamzat.
Il est monté dans la catégorie au-dessus. Ah oui, c'est Bah, vrai. si vous voyez des... N'hésitez pas à nous dire dans le chat, là, si vous voyez des... Un adversaire pour Léon. ouais. Ouais. Qui serait à la fois méritant, qui serait bankable. Parce que de toute façon, Ousmane, c'est mort. Qui est-ce qu'il peut y avoir? Ah, peut-être Rachmanov. Ou alors il faudrait peut-être un combat en plus. Il y a encore besoin de un ou deux combats, je pense, ouais. Je saurais même pas dire qui serait capable de prendre le... J'ai envie d'aller voir le. Ah, bien le entendu, 15. regarde. Justement, c'est dommage que Colby donne une mauvaise image de Trump avec les propos indignes. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait d'ailleurs... Sean Strickland qui avait fait une remarque à propos de ça en disant que c'était pas du tout comme ça que devait se comporter un vrai Américain. Que Colby, en fait, c'est juste une caricature du vrai Américain fan de Trump, entre guillemets. Je sais plus si c'est républicain ou démocrate. C'est quoi il est républicain, Trump? Ouais. Et en fait, il disait qu'en fait, que Colby n'était qu'une caricature et que les vrais Américains, ça se comportait pas comme ça. Surtout, ça n'avait pas des propos aussi dégradants envers une personne comme Leon Edwards et sa famille, hein, puisque Colby avait dénigré son père. Si, il y a. Bah, ça pourrait être un combat. Je vais pas dire pour les fans, parce que c'est pas forcément un combat qu'on attend. Il y a Islam Makhachev qui est en train de call out Edwards à plusieurs reprises. Justement, pour avoir le Ouais. statut de double champ. C'est déjà un combat plus intéressant. Hein. C'est tout de suite plus intéressant que Belal Mohamed contre Leon Edwards. Hein. Greg Mousse, tu dis Burns. Gilbert Burns. Gilbert Mais Ah, c'est- Gilbert Gilbert Burns. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être, parce qu'il est classé 4ème. Non, il faudra qu'il tape quelqu'un d'abord, je pense. Bah là, tu vois, dans le top En fait, 1, c'est Kamaru. C'est un peu une catégorie morte. Hein. En vrai, il y a toujours que Kamaru, Colby et Léon. Parce qu'après, tous ceux qui sont après Rachmanov, trop loin. voilà, ils sont pour moi pas éligibles. Ou Ils sont trop loin. Thompson, Sean Brady, Ouais. il est pas prêt du Où tout. ils sont en train de monter. Par exemple, il y a comment il s'appelle, Yann Gary, Jack Della Maddalena, des mecs comme ça qui sont en train de monter, mais qui n'ont pas encore le statut pour pouvoir. Ah, mais attends, d'ailleurs, Maddalena, il est pas matché contre Burns? Si, je crois. c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc voilà, donc ce sera pas Burns. Ça m'aurait étonné que ce soit Burns. Ouais. Ça va faire un beau combat, ça. Et puis Kevin Holland, c'est contre MVP. Ouais, tous les autres, ils sont vraiment trop loin, même en termes de statut, de nom pour Leon Edwards, quoi. La carte de 199 de l'UFC est incroyable. Merci Dana. Ouais, ça d'ailleurs, on va faire une petite vidéo preview qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Karate Bushido Plus. Parce qu'il y a vraiment eu des très gros combats qui sont annoncés pour cette carte. Je crois que la carte, elle sera à Miami, et c'est en mars. Miami. Moi, j'enverrai Monsieur Leto Duclos pour le taper. Pour taper qui? Leon Edwards, Il est un peu léger. Hein. tu le prends ou pas? Il fait quel poids? 70 kilos? 17. 17? Bah moi dans ma tête je prends tout le monde. Après, c'est pas forcément vrai, hein. Je me dis que c'est pas vrai, mais moi dans ma tête je peux prendre tout le monde. La bagarre de Sean, on en parle. Bah, je pense qu'on va terminer le live justement avec ces trucs de trash talk et de bagarre et compagnie. Il y a Dricus Duplessis qui a fait des propos hard de chez hard à Sean Strickland. Pour vous résumer, en gros. Alors attends, par contre, juste avant, je sais pas si sur Twitch ou pas, ou alors YouTube, il y a des mots qui sont censurés, tu vois. Je vais pas dire de trucs trop chauds, t'inquiète pas. Il y a, en fait, pour vous résumer rapidement, il y a Sean Strickland qui a été battu par son père quand il était jeune. Très. Ça l'a marqué énormément. Voilà, c'est ça. Il a vraiment été très violenté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Dricus, il a dit: je sais que tu t'es fait cogner par ton père, mais écoute, moi je vais te montrer ce que c'est de se faire vraiment cogner. Et je vais te montrer, je vais te remettre en mémoire les souvenirs de quand tu te faisais cogner par ton père. C'est des propos qui sont un petit peu moyens. C'est hard de chez hard. En sachant aussi que dans la même conférence, il y avait Sean Strickland qui avait dit à Wonderboy que son père et lui étaient des pédophiles. Non, oui. Ouais, il avait dit sur Wonderboy et son père que c'était des pédophiles qui attiraient les enfants avec du karaté et des bonbons. Qui s'occupaient d'un gym, pour les avec. Pour les ramener au dojo. Et ensuite, derrière ça, il y a Sean O'Malley qui a dit à Sean Strickland. En fait, il y a Sean Strickland qui a dit de Sean O'Malley qu'il avait que sa femme était une. En gros. C'était un cuck, hein. Ouais, que c'était un cuck, que sa femme allait avoir d'autres mecs, ce qui est vrai aussi. Et t'as Sean O'Malley qui dit peut-être, mais au moins, je ne me fais pas. En gros, je ne me ferai pas faire le derrière par mon père. Donc, c'est vraiment parti dans des délires où il y avait, entre guillemets, de la pédophilie, comment ça s'appelle, de la violence de parents vers enfants.
des trucs assez sombres. Et c'est à quel moment, voilà, est-ce qu'on draw the line, enfin, tu vois, tu traces la limite pour le trash talk, parce que, alors, Sean Strickland, le mec, il est pas étranger au trash talk, hein, c'est un mec qui, justement, il envoie la sauce verbalement à chaque combat. Et là, parce que ça lui vient dessus et que c'est personnel, tout d'un coup, il dit non, non, mais là, les gars, il avait fait tout C'est un ça, speech d'ailleurs, c'est non, ça. mais là, vous allez trop loin, machin. En fait, à quel moment c'est trop loin, tu vois, Exactement, c'est là que c'est un peu compliqué de dire qui a raison, qui n'a pas raison, parce qu'en fait, on peut pas vraiment dire, hein, ça dépend. Moi, je pense que tant qu'il y a pas de ouais, c'est compliqué parce que tu peux l'étendre à beaucoup de choses. Là, c'est vrai que c'est des propos qui auraient jamais dû être sortis, en fait, en conférence. Parce que déjà, il y avait les propos qui commençaient à être chauds dans le trash talk, c'était Connor quand il avait parlé quoi, religion, C'est famille ça, de Connor Khabib. qui avait parlé de la religion, ensuite il y avait Adesanya qui avait des propos racistes, parce que oui, c'est des propos racistes envers Dricus du Plessis. Et pourtant, ça a été accepté. Il y a pas eu, enfin, il y a eu une vague comment dire, de critiques, mais bon, il n'y a pas eu de sanction derrière. Donc, où est la limite? En fait, je pense que la limite, c'est tout simplement comment les gens acceptent. Parce que une fois que les gens n'acceptent pas, ils le font savoir. Quand ça va trop loin, ils savent, se faire entendre. Je pense que c'est un peu à nous, consommateurs du contenu de l'UFC, consommateurs comment dire, qui suivons les combattants, de savoir dire non, là t'as abusé, et c'est ce qui s'est passé. Parce que après, la très grosse majorité du trash talk, ça concerne le combattant lui-même, ses capacités, ou alors son physique, ou alors, je sais pas, ses préférences, tout ça. Ça peut être aussi sur ton point d'entraînement, mais ça touche rarement, on va rarement toucher à tout ce qui est famille, proche, passif. Voilà. Ouais. Là, ceux qui s'aventurent là-dedans, et surtout, c'est que quand tu fais ce genre de trash talk, c'est que derrière, si tu fais pas le taf, tu vas encore prendre plus la sauce, comme Colby, tu vois. Ouais. Si Colby, il fait il back up, tu vois, ses propos, il arrive à assurer derrière. Bon, t'as parlé, mais t'as assuré. Mais là, t'as parlé comme un ouf, et derrière, tu te fais démolir. Pas terrible. C'est un image. Donc trop loin, limite, ça ternit les mêmes. Ouais, je suis d'accord, je te revois. Et puis donc, Strickland, on a pu voir, alors qu'il était très gentil, très prévenant, parce qu'il y avait la femme et le fils de Gilbert Burns. Donc il y avait Strickland au premier plan, la femme et le fils de Burns derrière, et juste derrière, il y avait du Plessis. Et donc Strickland, il s'est retourné, il a juste fait « écartez-vous gentiment », après, avant d'aller jump sur du Plessis et de l'enchaîner. C'est vrai, il a fait ça? Il a dit d'abord écartez-vous? Ouais, C'est un bon gars. il a fait genre comme ça. Mais ça se voit que c'est un bon gars. Ça se voit que c'est un bon gars. il a l'air un peu con, mais ça se voit que c'est un bon gars. C'est un gars entier et vrai, je pense. Exactement. Comme moi. If you talk the talk, you have to walk the walk. Exactement. Ouais. That's a mensch. Donc voilà. Pourquoi tu lis pas la pour- question? ça. Non, je rigole. Qui gagne en 1v1 entre vous deux? Alors, Je suis lucide. Je pense que. ça dépend. S'il est sous cure, il gagne. S'il est sous cure, il a une chance. Je suis Nati. Nati depuis ma naissance. Voilà. Mais oui, voilà, je reste lucide. Hein, et monsieur derrière. Moi, je réponds pas. Moi, je dis. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend les produits utilisés. Ah, mais C'est bon, j'arrête. C'est bon, j'arrête, c'est bon. Sean, il aime trop se taper, c'est pour ça qu'il parle. Ouais. Alors, j'arrive pas à lire le pseudo en bleu, tu vois. Absolument pas. Mais bonsoir. Et ouais, Sean, il adore se taper. Il y a même des montages de lui où il fait des rodrages. Des rodrages. T'as vraiment dit Rod Rouge? Des rodrages. Où en fait, il est en train de menacer des gens en disant vas-y, descends de ta voiture, je vais te montrer ce que c'est un homme et tout. L'autre, il dit écoute, tu sors pas ton arme à feu, tu sors pas ton couteau, tu viens, on va se taper. Il a des compilations où il fait ça. Il veut toujours se battre. C'est comme ça. Mathieu va aiguiser ses jambes pour couper du tibia à son prochain combat. Toutes les armes sont aiguisées, hein. Il n'y a pas que les jambes. Le but, c'est d'être complet, partout. Hein. J'arrive pas du tout à lire le truc en bleu là. Belle humilité, c'est beau. Quelle humilité. Quelle humilité.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet ou des questions autres. Et ensuite, on va pas tarder à vous laisser. Il commence à être tard. La fin. Je commence à avoir faim. C'est bon. Donc, on va. Si vous n'avez pas de questions. On va aller manger, hein. Ouais, donc on a abordé tout ce qu'on voulait aborder ce soir avec vous. Jusqu'à la fin de l'année. Alors, d'ailleurs, on va peut-être changer la date des streams pour les 2 derniers streams avant la fin de l'année parce que ça tombe la date du 24 et du 31. Il y a Noël, il y a la veille du 1er de l'an. Donc, perso, moi je serai occupé, je pense que toi aussi. Ouais. Je pense que- Nouvel an, non. Moi, je suis pas de nouvel an. Je suis juste Noël. Toi, t'es dans ta grotte. Et, Ouais, c'est ça. non, de toute façon, je sors pas non plus, mais je serai en famille. Et je pense que vous aussi dans le chat. On fait ça à table. En famille. Ouais, voilà, on va ramener notre matos de stream, on va le poser, tac, à côté de la Allez. dinde de Noël, on va ouvrir les Why cadeaux not. tous ensemble. Ah non, comment elle dit déjà? Attends, c'est qui qui avait dit ça? C'est pas Sandrine Rousseau qui avait dit? Elle fait un couscous de Noël. Elle avait dit ça, la meuf. Ah putain. Donc ouais, on va voir pour mettre le strip. Voilà. C'est pas en fait. Il est trop tard. C'est pour ça, en fait, comme il est un petit peu tard, on a un petit peu de mal, nous, à assurer derrière. On verra pour mettre le stream sur une autre date. On veut voir aussi pour mettre le stream sur un autre horaire, donc à savoir 19h. Pareil, dites-nous si vous préférez le stream à 20h ou à 19h. Et on va donc pas tarder à se laisser. Si vous avez d'autres questions à nous poser dans le chat, n'hésitez pas. Comme Gaspard qui demande entre la boxe anglaise et le JJB qui gagne. Alors, on fait pas. Boxe anglaise et JB qui gagne. Ça dépend, hein, en fait, hein, ça dépend. C'est 2 disciplines qui sont différentes. Si le mec de la boxe anglaise il arrive à coucher le mec du JB avant qu'il rentre, c'est lui qui gagne. Si l'autre il arrive à attraper un t-shirt, un sweat ou un jean, c'est lui qui gagne, hein. C'est pour ça que c'est bien d'être complet. Le MMA ça prend vraiment toutes les disciplines. S'il y a une discipline, je crois que j'avais vu passer ta question tout à l'heure, Gaspard, où tu demandais le meilleur sport de combat pour la rue. Le plus complet c'est la lutte, c'est vrai, c'est la lutte tout simplement. Et la lutte idéalement avec un petit peu de boxe anglaise. Et là vous êtes très très bien. Voilà. Voilà. Écoutez, si on est bon, on va vous laisser. En tout cas, comme d'habitude, merci pour l'audience. Merci d'avoir assisté à ce live. Ouais, merci d'avoir regardé, merci d'avoir commenté. Donc, encore une fois, on stream à la fois sur le Twitch de Karate Bushido et la chaîne YouTube de Karate Bushido, mais dans le futur, on ne streamera plus que sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci encore à Unibet donc, de soutenir et de sponsoriser ce live. Et très bonne soirée à vous aussi. On vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve très vite. Mathieu. Au plaisir. Demain matin à l'entraînement. À demain matin à l'entraînement. Allez, bonne soirée à tous, messieurs. Ciao, ciao. Passez une agréable soirée. Bonne fin de week-end. Ne vous couchez pas trop tard. Demain, on est lundi. Faites des gains, des bons sparring, tout ça. Mangez bien et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Tu cliques sur arrêter. Hein. Ah oui.